Bien, merci à tous et à tous pour votre présence, pour cette nouvelle controverse écologique qui va porter sur la place de l'écologie dans le débat public. Et pour débattre de cette thématique ce soir, on a 3 invités d'honneur. Donc David Chavalaria, mathématicien, directeur de recherche au CNRS, au Centre d'analyse de mathématiques sociales de l'EHESS et directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France, auteur de Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions, publié en 2022. Stéphane Foucard, journaliste au service Planète du journal Le Monde, auteur de plusieurs ouvrages dont Les Gardiens de la Raison, publié en 2020 aux éditions La Découverte, et Perrine Simon-Naoum, docteur en histoire, directrice de recherche au CNRS et professeure attachée au département de philosophie de l'École normale supérieure, autrice de Les déraisons modernes, publié en 2021. Donc on vous remercie vivement de votre présence ce soir. Avant d'introduire la thématique, je vais rappeler les modalités de cet événement. Donc les controverses sont un débat, une discussion autour d'une thématique qui va être appréhendée à travers 3 tables rondes d'une trentaine de minutes environ. Et à la fin de ces différents temps d'échange, 30 minutes seront accordées à la salle pour vous poser des questions et explorer un peu plus avant la thématique. La controverse est filmée ce soir, enregistrée, et elle sera rediffusée sur YouTube en replay. Donc ce soir, on va parler du débat de l'écologie dans le débat public, et je vais commencer par définir ce qu'on va entendre ici par débat public. Donc débat public au sens de débat dans la société. Donc toutes les formes de manifestations, de discours autour de l'écologie qui ont une visibilité publique, donc sur les réseaux sociaux, les discours politiques, dans les médias, etc., qu'on va distinguer de débat public en tant que dispositif qui a un début, une fin, qui est organisé. Donc finalement, ce qu'on fait ce soir, c'est un débat public au deuxième sens, un débat public durant lequel on va parler du débat public au sens de débat dans la société. Pourquoi cette thématique ? Alors, elle part d'un constat assez paradoxal, en fait. Déjà, on peut dire qu'il y a une médiatisation accrue du courant de pensée écologique depuis les années 60. Il y a un certain élargissement de cette thématique à un plus large éventail de partis. Tout du moins, ils mentionnent le nom changement climatique ou écologie de temps en temps dans leur discours. Et il y a une certaine acceptation de la réalité du changement climatique. Et enfin, on peut dire qu'il y a un lien qui est fait de plus en plus souvent dans les médias entre les catastrophes naturelles, je pense par exemple aux feux de forêt l'été dernier, et le changement climatique comme étant la cause de ces catastrophes. D'un autre côté, si on regarde le score des Verts aux élections présidentielles, différentes élections présidentielles, il dépasse jamais, sauf en 2002, les 5%. Il y a encore un climato-scepticisme, David Chavalaria, vous nous en parlerez certainement mieux que moi, et l'urgence, on a quand même l'impression qu'elle a du mal à vraiment être une priorité et que l'idée d'une urgence écologique a encore du mal à se démocratiser alors qu'il y a quand même l'idée d'urgence. Donc je voudrais reprendre l'expression de Daniel Bois et parler d'un enjeu clignotant pour définir l'écologie, d'un enjeu politique incertain qui est tantôt dramatiquement valorisé, tantôt presque oublié. Donc l'idée vraiment d'une cause qui reste fragile malgré l'ancienneté assez historique maintenant de l'histoire des enjeux écologiques. Donc pour lancer le débat, je vais passer la parole à Abel qui va vous interroger sur déjà ce que vous pensez de ce constat. Oui, exactement. Merci à tous les 3 d'être venus encore une fois. Et puis pour lancer la discussion, je souhaiterais d'abord vous interroger sur votre avis de manière générale sur la place qu'occupe aujourd'hui l'écologie dans le débat public. Et donc, est-ce que, tout d'abord, vous trouvez qu'on parle assez d'écologie et qu'on en parle assez bien ? Stéphane Foucard, si vous voulez commencer. Bon, je suis pas sûr d'avoir un avis très intéressant ou très pertinent sur la question. A priori, comme ça, je dirais qu'évidemment, on n'en parle pas assez. Et qu'on en parle généralement assez mal, et une fois qu'on a dit ça, c'est un petit peu compliqué d'élaborer, parce que évidemment, comme vous l'avez dit, le débat public, c'est énormément d'arènes très différentes dans lesquelles ces questions sont abordées. Ça peut être sur les réseaux sociaux, et ça je pense que David en parlera tout à l'heure, avec je pense un niveau
de précision et d'honnêteté dans la manière dont se déroulent les débats qui est assez faible. Ça peut être les médias audiovisuels, qui sont aussi ces derniers temps dominés par les opinions et les commentaires plus que par les faits. Et ça peut être enfin la presse écrite à laquelle j'appartiens, où les choses se passent encore une fois totalement différemment. D'une manière générale, je dirais que la place qu'occupe la question écologique dans le débat public en général n'est pas très importante en réalité, dans le sens où ce qui domine vraiment, en tout cas moi c'est ce que je perçois comme journaliste, c'est le commentaire politique, c'est l'interview politique. C'est là qu'en fait on met les décideurs face à leurs décisions, face aux faits, face à leur programme, face à ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils pourraient faire ou ce qu'ils promettent de faire, etc. Et dans cet exercice-là, la question environnementale ou écologique, elle disparaît complètement. C'est-à-dire qu'il y a quasiment jamais de questions sur ces thématiques-là. Quand vous avez un responsable politique de premier plan qui est face à un journaliste politique qui lui tend le micro, ça n'est jamais la question environnementale ou écologique qui est abordée. C'est toujours des questions d'ordre socio-économique, sur le chômage, l'insécurité, l'immigration, ce genre de choses, ou les retraites plus récemment, etc. Donc, pour moi, le principal problème, il est là. Et il procède, à mon sens, d'une forme de naturalisation de la catastrophe lente qu'on est en train de vivre, comme si finalement c'était quelque chose d'inéluctable. Alors là, on parle un petit peu d'adaptation parce qu'on essaye d'avoir un discours là-dessus, quoi. Donc il va falloir s'adapter à ce qui arrive, en prenant pour principe qu'on va pouvoir s'adapter, ce qui, à mon avis, va pas toujours être possible. Et donc voilà, donc cette naturalisation, finalement, elle écarte la question écologique du débat politique. Ça n'est pas une question politique puisque, de toute façon, c'est une donnée, c'est une donnée qui est là, avec laquelle il faut faire. Et à la marge, de temps en temps, quand il y a des inondations ici ou des sécheresses là, on essaie de s'arranger à la marge. Et je pense que toute la société, en fait, elle est embarquée dans ce discours-là, qui, en fait, décentre un petit peu la question écologique et la met un petit peu sous le radar. Donc pour moi, le nœud du problème, il est vraiment là, plus que dans la qualité de la couverture de tel ou tel fait. Enfin, je pense que évidemment c'est important, mais à la limite, quelque part c'est accessoire, quoi. Le pouvoir du journaliste, il y en a plusieurs. Il y a le pouvoir de narration, il y a le pouvoir d'investigation, et puis surtout il y a le pouvoir d'interrogation. Et je pense que c'est celui-là qui est important aujourd'hui. C'est la manière dont on tend le micro et à qui on le tend et qu'est-ce qu'on lui demande, qui va, à mon avis, sculpter comme ça le débat public. Alors, c'est une question qui tourne sur une opinion, donc un peu comme Stéphane Foucard, moi je suis persuadé qu'on n'en parle pas assez, mais juste pour donner une idée, on a fait un débat il y a assez peu de temps à l'Institut du système complexe, notamment avec Tatiana Giraud qui a écrit un très beau livre sur le vivant. Et donc, pour les spécialistes de la biodiversité, la question c'est, en gros, est-ce qu'il ne va pas y avoir une extinction qui va entraîner notamment l'espèce humaine dans les 20 ans, 100 ans à venir, quoi. Hein. Donc, on est sur des notions de risque existentiel du point de vue des spécialistes des écosystèmes. Et évidemment que cette question-là n'est pas assez reflétée dans les débats qu'on peut avoir tous les jours et qui sont plutôt des débats assez court-termistes sur ce qui va se passer dans les 5-10 prochaines années. Donc si c'est l'opinion personnelle, c'est non, évidemment. On pourra reparler peut-être des raisons, mais je pense qu'il y a aussi une incompréhension du rôle de la biodiversité dans le fonctionnement dans le support et le soutien des sociétés humaines, dans leur fonctionnement même, parce que notamment les effets sont un peu en cascade. C'est-à-dire, on subit les effets indirects de ce qu'on appelle les services écosystémiques, et puis on pense pouvoir être relativement autonome avec notre technologie pour un temps, mais pour combien de temps on ne sait pas. Donc effectivement là il y a quelque chose qui est très difficile à appréhender pour quelqu'un qui n'a pas la culture de qu'est-ce que c'est qu'un écosystème, en quoi il peut être résilient ou pas, etc. Et donc il y a aussi un problème de peut-être tout simplement aussi de culture scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème, pourquoi c'est important, et en quoi toutes les fonctions vitales de la société actuelle reposent sur la vitalité des écosystèmes qui étaient là avant nous et qui seront là certainement après nous, si ça se passe mal. Merci. Alors moi je ne suis pas spécialiste de ce champ. Je pense qu'il faut essayer effectivement de comprendre, si vous voulez, à quel niveau
se place le débat public et ce qu'il implique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de s'intéresser aux médiateurs, mais aussi aux gens qui reçoivent l'information. Or, il me semble que, même si vous l'avez rappelé, il y a maintenant une histoire relativement longue de l'écologie, il faut quand même prendre en compte le temps qu'a pris, je dirais, l'acculturation du public à ce type de questions. Et donc il me semble que le souci écologique est maintenant relativement reconnu et installé dans le débat public. En revanche, ce qui fait peut-être question, c'est la manière dont les informations sont données et la manière et le type d'échange qui les implique. À savoir que évidemment il y a la place de ce qu'on appelle les experts, il y a une forme assertorique de l'information, de la description, du constat. Il y a beaucoup moins de choses, je crois, d'échanges sur la possibilité, en tout cas dans le débat public, sur la possibilité du type d'action, la discussion, je dirais, du type d'action à entreprendre aux différents niveaux pour répondre à ces questionnements. Et en fait, je dirais que ce qui me frappe, mais encore une fois, comme une observatrice un peu quand même beaucoup plus extérieure que mes deux collègues de la chose, c'est le manque de fluidité, c'est-à-dire que si vous voulez, les échanges ne se font pas au même niveau de connaissance et au même niveau de langage. Il me semble que c'est normal, que ça prend du temps et que on y vient en revanche de plus en plus. Oui, donc ce que vous soulignez, c'est quand même une réception du public qui a eu du mal à s'établir, enfin, par le public qui a eu du mal à s'établir, et aussi peut-être un manque de dialogue et de compréhension des experts. Et du coup, peut-être que ça pourrait aussi expliquer aujourd'hui le négationnisme ou tout du moins le climato-scepticisme qui reste très présent dans la société et qui stagne de fait. Est-ce qu'on pourrait presque dire que le climato-scepticisme, ça devient une opinion qu'on en discute comme on peut être pour ou on peut être contre l'écologie? Est-ce que le chiffre de par exemple 37% des Français qui remettraient en cause l'existence du réchauffement climatique, ça pourrait être expliqué par la place trop importante qu'a pris la discussion sur les faits dans le débat? Peut-être Dr Chavalaria, si vous voulez réagir là-dessus. Oui et non, c'est-à-dire que c'est effectivement il y a toute une lame de fond sur la contestation de l'expertise scientifique, la réappropriation d'une certaine forme de connaissance par ses propres recherches sur Internet et donc un manque de culture sur ce que ça veut dire par exemple d'être climatologue. Hein, c'est quand même 10-20 ans de travail pour comprendre ce que c'est que le système atmosphérique, et c'est pas juste en lisant une page qu'on va être sûr que oui, ils ont tout le GIEC a faux. Donc à tort, je veux dire. Donc il y a ça, mais de manière générale, il faut bien voir que alors là, on a parlé beaucoup de crise climatique, qui est effectivement en lien avec la crise de biodiversité. Il faut quand même souligner qu'il y a aussi une crise de biodiversité en soi, par exemple du fait de l'artificialisation des sols ou de l'utilisation d'engrais ou de pesticides de manière intense, qui se rajoute à la crise climatique, donc la crise de la biodiversité ou écologique est en elle-même multifactorielle avec des gros secteurs d'origine anthropique. Mais donc, si on veut revenir sur la question juste, le facteur climato-scepticisme, il faut bien comprendre que, d'ailleurs que ce soit pour le climat ou pour la question écologique, les dégâts de l'homme faits à l'environnement et à l'écosystème Terre en général sont massifs et menacent de devenir irréversibles, ce qui veut dire qu'il va falloir changer, si on veut pas qu'ils soient irréversibles, tout un tas de choses dans la société, hein, la manière dont on consomme, dont on s'habille, dont on conçoit les habitats.
Et ça veut dire changer beaucoup d'habitudes. Et changer beaucoup d'habitudes, ça veut dire changer des habitudes des personnes, mais aussi de toutes les infrastructures qui nourrissent la société, notamment les grosses infrastructures. Et évidemment, on pense aux fossiles, mais j'ai mentionné les engrais, ça veut dire aussi faire de l'agriculture différemment. Donc là, derrière, il y a une sorte d'inertie avec des entreprises et des acteurs qui ont mis beaucoup d'infrastructures et de capital dans un certain mode de fonctionnement et qui vont devoir changer. Et forcément, plus on s'approche d'un point où ça va être obligatoire de changer, plus ces acteurs ont intérêt à délayer et retarder le moment où on va faire des actions, tout simplement pour pouvoir profiter du capital qu'ils ont au sens infrastructure, matériel, organisationnel. Donc c'est pas étonnant que, pour partie, il y ait une réaction de plus en plus forte contre le fait que le climat c'est important, le fait que l'écologie c'est important, etc. à mesure que l'horizon en fait s'assombrit et se raccourcit, avec des effets en cascade sur des actions qui seraient menées au sein de l'opinion publique. Donc on a pu, plusieurs chercheurs ont pu documenter des initiatives de lobby, notamment Stéphane, à côté de moi, tu pourras en parler mieux que moi, mais pour créer ce retard. Donc et ça s'ajoute effectivement à un paysage où il y a une sorte de confusion entre opinion et fait, mais qui est assez plus générale que juste la question climatique. Alors, on pourra en reparler, mais c'est aussi dans le champ politique, etc., etc. Je sais pas, peut-être toi tu peux rebondir justement sur. Moi j'aimerais un petit peu rebondir sur l'idée qu'il y aurait une expertise qui surplomberait tout ça et qui devrait en fait ruisseler sur la société par le biais notamment des journalistes ou idéalement des réseaux sociaux ou de tous les moyens de communication en fait. Et je crois qu'en fait c'est pas du tout vrai quoi. Et je pense que une des raisons de la confusion ambiante, c'est précisément qu'on a un problème avec ce que c'est que l'expertise. Qu'est-ce que c'est l'expertise aujourd'hui? C'est quelque chose de très compliqué de définir ce que c'est, quoi. Par exemple, sur la question climatique, moi je crois qu'en France aujourd'hui, et si on suit le rapport l'enquête de l'OCDE à laquelle vous faisiez référence, la France est un des pays les plus climato-sceptiques au monde. Ce qui est quand même assez surprenant, parce que on n'est pas un pays producteur de fossiles, on n'est pas l'Arabie Saoudite ou le Venezuela, c'est quand même très étrange, quoi. Pourquoi on a des centrales nucléaires? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays pour que les gens soient climato-sceptiques? Alors, on comprend bien qu'il y a des gens en Australie, parce qu'ils baignent dans un environnement où il y a d'énormes intérêts dans le fossile, soit, exposés à certains messages, certains discours climato-sceptiques, tout ça on le comprend, mais pourquoi en France? Bon, moi j'ai mon idée, c'est qu'on a eu une faillite institutionnelle gravissime de l'Académie des sciences, notre Académie des sciences, qui est censée représenter la science, être le porte-parole de la science dans l'espace public et dans la société, et qui a été en réalité le bastion des climato-sceptiques pendant des années, quoi. Ça a duré presque 10 ans quand même. Alors ils en sont sortis, ils ont fait ils ont fait amende honorable, etc., etc. Mais moi je crois qu'on vit aujourd'hui finalement la queue de comète de cette histoire très sombre où quelques personnalités, dont tout le monde sait de qui je veux parler, en fait ont capturé cette institution dans une sorte d'apathie générale et on racontait n'importe quoi sur les plateaux de télévision, on fait des bouquins, des choses comme ça, qui continuent aujourd'hui à circuler, à être commentées. Je veux dire, l'erreur sur ces questions-là, elle ne sédimente jamais. C'est-à-dire qu'il y a à aucun moment ça va retomber et puis on va passer à autre chose. Non, ça continue à circuler en boucle et en boucle. Si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est toujours indéfiniment les mêmes arguments, les mêmes pages, les mêmes livres qui sont systématiquement ressortis. Et à mon avis, ça contribue à entretenir cette confusion. Alors ça, c'est un exemple qui est un peu paradigmatique et un petit peu presque excessif, quoi. Mais si vous regardez ce qui se passe dans le champ, par exemple, des produits réglementés, eh bien, on arrive à cette même impossibilité finalement de désintriquer ce qui relève de la science, ce qui relève de la réglementation, ce qui relève du lobbying, ce qui relève de la bonne décision, la bonne politique publique. En fait, tout ça est très mélangé, quoi. Et quand vous avez, par exemple, un discours qui est porté par des savants, des gens du monde académique comme Sandra Lavorel ou Tatiana Giraud, ou Pierre-Henri Gouillon, qui vous disent on est dans une crise de biodiversité absolument catastrophique, et un des déterminants majeurs de tout ça, c'est les engrais de synthèse, c'est les pesticides, c'est la manière dont on fait de l'agriculture. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne suit ça que d'un œil comprenne que, le lendemain, vous avez des agences réglementaires qui autorisent la mise sur le marché de produits en disant mais ça, y a pas de risque, il y a pas de problème. C'est complètement schizophrène, c'est incompréhensible que d'un côté on ait un système réglementaire qui se réclame de la science et qui en permanence
continuent à alimenter le tuyau de produits dont on sait par ailleurs qu'ils sont délétères, et dans le même temps des gens du monde académique qui disent attention, on est en train de précipiter une catastrophe semblable à la dernière grande extinction du Crétacé-Tertiaire. C'est absolument illisible. Et parce que c'est illisible, ça n'est pas pris au sérieux. Il suffirait, alors bon, je critique beaucoup les autres, mais les médias ont évidemment leur rôle là-dedans. Moi, je me souviens qu'en 2017, il y a eu cette étude de Kaspar Hallmann sur l'effondrement des populations d'insectes dans les zones protégées allemandes. Le chiffre était dingue. C'est 75% de perte de biomasse d'insectes volants entre 1989 et 2016. En fait, c'est inouï. Enfin, c'est complètement fou. Et il y a un papier qui est sorti en 2023 qui a fait le même genre d'expérience et qui montre que dans les zones de grande culture, toujours en Allemagne, alors ça c'est plus dans les zones protégées, c'est 95% de la biomasse d'insectes qui a disparu en l'espace des 24 dernières années. Donc, c'est tellement fou que on se dit, si c'était vraiment important, ça devrait être à la une de tous les journaux. On devrait quand même mettre ça fortement dans l'espace public. La plupart des gens ignorent complètement ça. On vaguement remarqué qu'il y avait moins d'insectes sur les pare-brises, mais au-delà de ça, c'est quand même très en dessous du radar. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a comme ça une sorte de schizophrénie ambiante dans l'espace public sur la gravité et l'importance de ces questions qui se jouent à plusieurs niveaux, qui se jouent, comme j'ai dit, je pense, au niveau de l'identification de l'expertise et du discours scientifique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un vrai piratage de la parole scientifique et de l'autorité de la science, et une sorte de dissonance cognitive du monde médiatique qui, en fait, ne comprend pas globalement à quel point tout ça est important et inquiétant. Parce que bon, 95% des insectes qui disparaissent en 24 ans, enfin, je veux dire, c'est presque comique tellement c'est effrayant, quoi. Je vois pas comment, à l'échelle des prochaines décennies, on peut continuer à envisager de faire de l'agriculture sans tout un tas de béquilles de synthèse, de béquilles chimiques, d'engrais de synthèse qu'on fait d'ailleurs à partir de fossiles, etc. Je vois pas comment ça va être possible, quoi. Et il y a plein de gens qui sont très informés, qui travaillent sur ces questions, qui voient pas non plus comment on va faire. Enfin voilà, pour moi c'est aussi un trouble qui se joue pas seulement dans la manière dont les gens reçoivent ces informations, mais dans la manière dont elles sont produites et elles sont véhiculées. Alors là encore, il me semble que le trouble est encore plus grand ou plus vaste, c'est-à-dire que il faut replacer l'écologie au centre, enfin, je veux dire dans d'autres questions, une question plus générale qui est celle de l'effondrement de la croyance dans la science. En France, on a vu que pendant l'épidémie de Covid a provoqué un taux de croyance dans la science, de confiance dans la science qui s'est effondré de 20% en 2 ans. Donc peut-être l'Académie des sciences a un rôle à jouer. Maintenant, je ne crois pas que tout le monde se réclame non plus, ni quelle est une telle autorité. Bon, alors je vois à qui vous pensez, mais bon, quel est le poids de l'Académie des sciences? Je suis pas sûre qu'il soit aussi décisif que ça. Le pourcentage des climato-sceptiques, 37%, mais si vous regardez d'autres pourcentages, ils sont tout aussi effrayants ou tout aussi absurdes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette enquête faite par la Fondation Jean Jaurès sur les 18-24 ans. Si je me souviens à peu près des chiffres, 38% des 18-24 ans pensaient qu'on pouvait avorter par les plantes sans danger et 19% pensaient que les pyramides, je crois, avaient été construites par les extraterrestres. Donc, si vous... Ah ouais, c'est vrai. Donc, si vous voulez, voilà, c'est là aussi quoi. C'est on reste un peu sans voix. Le deuxième, peut-être la deuxième donnée dont il faut tenir compte, on en a eu un exemple il y a pas longtemps avec la crise des agriculteurs, c'est les injonctions contradictoires dans lesquelles sont pris les politiques, c'est-à-dire que et ce qui s'est passé autour du glyphosate.
le fait que ce soit de nouveau, c'est hallucinant quand même, le fait que ce soit de nouveau autorisé. En même temps, tout le monde était prêt à prendre fait et cause pour les pauvres agriculteurs qui disent mais nous on ne peut plus produire, on ne peut plus vivre si on n'a plus d'engrais et donc quelle est la position que doit prendre un pouvoir politique. En tout cas, voilà, en l'occurrence, il n'a pas tranché en faveur il n'a pas tranché en faveur de l'écologie. Je sais pas, vous aviez donc voilà, donc j'ai l'impression que ça entre dans un paysage qui est beaucoup plus large, qui est d'abord que en France on se méfie de la science, et ensuite que ce qu'on voit, c'est que effectivement les politiques, les décisions qui devraient être prises en fonction d'intérêts écologiques se heurtent à des obstacles qui sont des obstacles sociaux, économiques, tenant au pouvoir d'achat et aux conditions de vie de certaines catégories sociales. Moi j'ai toujours une réticence à ce qu'on parle de la confiance dans la science. En fait, je ne sais pas ce que c'est la science. En fait. Quand vous posez la question à quelqu'un, est-ce que vous avez confiance dans la science ou pas? Voilà. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, en réalité, on se heurte à ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, des formes de réalité scientifique émanant d'institutions qui ont pignon sur rue, qui sont officielles, ça, en fait, ne permettent pas de répondre à la question. C'est-à-dire qu'en fait, on est en permanence dans des discours qui sont dans des informations qui sont contradictoires. Je suis pas du tout certain que les gens se détournent complètement de ce que c'est que l'Académie des sciences. Évidemment, les gens ne vont pas au comité secret ou aux conférences de l'Académie, mais quand vous avez sur un plateau télé quelqu'un qui se réclame de l'Académie des sciences et qui, devant des millions de personnes, dit qu'en fait le GIEC c'est une mafia, etc., évidemment que ça a un impact. Et je pense qu'une grande partie des gens qui achètent ce discours se disent mais moi je crois en la science. D'ailleurs, Galilée, etc., etc. Donc c'est un peu toujours le même genre de discours. Sur la question des injonctions contradictoires auxquelles sont soumis le monde, les responsables politiques, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que une des questions qui se posent pour toutes les politiques de préservation de l'environnement, c'est l'adéquation avec le système économique qu'on a défini au préalable. Et il y a un exemple que je trouve à la fois paradigmatique et très éclairant, c'est la réautorisation des néonicotinoïdes sur la betterave il y a quelques années. Et en fait, quand on essaye de comprendre ce qui s'est passé, on voit que dans l'espace public, ce qu'on a entendu globalement, c'est que il y a un puceron très méchant qui propage une virose, qui détruit, qui abaisse les rendements de la betterave à sucre en France. Et donc c'était un peu tout ce qu'on a compris de cette histoire, c'est ça. Et donc il fallait bien protéger les betteraves et donc recourir à ces produits très dangereux. En tout cas très dangereux pour la biodiversité. En réalité, quand on regarde, quand on essaie d'avoir un regard un petit peu plus intégratif, un peu plus panoptique sur ce qui s'est passé, il s'est passé que les quotas sucriers, le marché du sucre a été ouvert. Et donc, brutalement, le sucre, il venait d'ailleurs, il a pu entrer en Europe, et fondamentalement, l'effet que ça a sur les cours, c'est que les cours baissent. Et puisque les cours baissent, eh bien, on peut plus se permettre de perdre le moindre point de rendement. Et donc, en fait, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, quand je parlais de la naturalisation de cette catastrophe, l'ouverture du marché du sucre européen a été, en tout cas en creux, compris comme une donnée naturelle à laquelle il allait falloir s'adapter. Mais en fait, c'est une donnée qui relève d'une décision politique. On essaye, en fait, d'imposer aux agriculteurs une idéologie qui consiste à dire que le libre-échange est fondamentalement bon et que le marché est toujours vertueux et que ça va augmenter la concurrence, augmenter le pouvoir d'achat, etc., etc. Et donc, en fait, la question des néonicotinoïdes, c'était autant une question de ravageurs et de demande des agriculteurs qu'une question de libre-échange, en fait. Et la société y a répondu globalement par une mesure délétère pour l'environnement plutôt qu'une mesure de restriction des échanges commerciaux. Donc, en fait, c'est toujours cette question-là qui est à poser finalement. C'est quel est le cadre de référence dans lequel on est obligé ou pas obligé d'utiliser telle ou telle technologie contestée.
Donc, vous avez tous les trois à plusieurs reprises parlé de la science. D'ailleurs, on considère qu'on est dans la deuxième table ronde où on essaye d'explorer vraiment les différentes causes de cette fragilité de la place de l'écologie dans le débat public. Vous avez à plusieurs reprises parlé de la science et justement, je voudrais un peu approfondir cette question. Est-ce que ce scepticisme vis-à-vis de la science, il est propre à tous les domaines qui relèvent de la science, ou alors est-ce que c'est vraiment lié à la particularité des changements écologiques qui impliquent une forme d'entremêlement du scientifique et du politique? On a les politiques qui participent à la rédaction des résumés du GIEC, donc il y a une forme d'ambiguïté entre qu'est-ce qu'est le scientifique, qu'est-ce qu'est le politique. Donc, est-ce que c'est propre à la cause écologique, ce scepticisme, ou est-ce qu'il y a de plus en plus un scepticisme vis-à-vis de la science en général? Alors, en général, en tout cas personnellement, je pourrais pas dire, mais ce que je peux dire, c'est que, parce qu'on l'a observé, c'est que, par exemple, pendant la pandémie, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu énormément de contestations des scientifiques parce que notamment ils prenaient part, notamment les politiques s'appuyaient dessus, ou au contraire parce qu'ils prenaient des décisions qui n'étaient pas basées sur la science et qui se révélaient fausses. Et donc pendant la pandémie, qui a duré quand même 2 ans, enfin il y a eu 2 ans comme de gros troubles, s'est créé, ça on l'a pu l'observer sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, des communautés assez puissantes au sens très cohésif, très active, qui contestaient non seulement la science, mais en gros l'institution en général, que ce soit politique, scientifique ou médiatique. Et donc en France, nous on l'a vraiment vu à partir de ces questions de vaccins, donc rien du tout à voir avec l'écologie, les questions de vaccins. Et après, on a vu que en 2022, donc précisément à l'été 2022, toute une partie de c'est partie des leaders, évidemment, des leaders de ces communautés, puis ces communautés se sont reconvertis au climato-scepticisme avec un petit peu les mêmes arguments, du genre on nous ment, on essaie de nous manipuler, les scientifiques c'est qui, c'est scientifique, etc. Donc, par exemple, pour ce qui est du climato-scepticisme, il y avait un climato-scepticisme, on va dire à la papa, les fossiles, les conservateurs américains, etc. Mais il a été renforcé, parce que les 37%, il faut savoir que 37%, donc là c'est l'étude Ipsos-Opscope, on est passé de 29 à 37 en 1 an. Avant, en France, il y avait du climato-scepticisme, mais par exemple sur les réseaux, c'était pas hyper structuré, c'était pas, on a fait une multiplication quasiment par 10 de la taille des communautés actives sur le climat, en termes de climato-dénialisme, climato-scepticisme, en 2022. Et donc, là, on a une espèce de contamination, d'une sorte de défiance qui s'est construite pendant la pandémie, pour plein de raisons, notamment parce que c'est un choc psychologique, beaucoup de gens ont souffert, donc ils ont cherché plein d'explications, et ça a généré aussi ce genre de défiance, vers les sciences du climat. Donc je pense pas que ça soit spécifique aux sciences du climat. C'est de manière générale, dès que vous avez des mesures qui vont demander de changer radicalement les modes de vie, comme ça a été par exemple pour le confinement ou le Covid, et puis après donc le climat, eh bien vous avez tout un certain ensemble d'acteurs, déjà certains qui essaient de trouver d'autres raisons, parce qu'ils n'ont pas envie de changer de mode de vie, et d'autres acteurs qui s'appuient sur ce souhait de ne pas changer pour juste promouvoir des idées alternatives et se faire de l'audience. Ça, on le voit très bien. Donc, pour moi, en tout cas, de ce que j'observe, c'est pas spécifique à l'écologie, mais on le voit dans plusieurs domaines. Et la pandémie a été vraiment a fait un effet de levier sur cette chose-là, qui a fait qu'après, ça a pris beaucoup d'ampleur dans d'autres domaines. J'aurais quelque chose après, mais rajouter aussi sur le glyphosate. Je pense que le glyphosate, ça vaut le coup d'être détaillé comme exemple. Mais on verra ça plus tard peut-être. Moi, je crois qu'il y a il y a aussi dans l'esprit public et en particulier chez nos dirigeants une sorte de confusion entre la science et la technoscience. Et donc une science comme par exemple l'écologie scientifique ou la climatologie, qui voudrait aller contrecarrer la production d'objets ou d'innovations, genre de choses au motif qu'elle nuirait à l'environnement, au climat, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile de le concevoir, de le percevoir, ou en tout cas de prendre ça comme de la vraie science, en fait. Et je pense qu'il y a encore
dans l'espace public, dans l'espace médiatique, l'idée que la science est quelque chose qui va conduire à de la technique, quoi. La technique ensuite qui passe dans le marché et qui ensuite va être utilisée par l'industrie pour créer de la valeur. Les sciences qui nous enjoignent à détruire de la valeur en quelque sorte, ou à arrêter de faire quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui est difficile de comprendre. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'anthropologique, c'est-à-dire qu'on est la science, la technologie. Moi, quand j'étais étudiant en physique, ma mère me disait toi qui es scientifique, tu peux pas regarder la télé qui marche plus. Enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Pas de rapport entre la physique et le fonctionnement d'une télévision, mais je pense que c'est un petit peu de cet ordre-là, quoi. Et d'ailleurs, le financement de la science est orienté sur ce genre de choses. Il y a eu un changement radical de mode de financement de la science depuis les années 90 jusqu'à maintenant, où maintenant c'est quasiment exclusivement sur projet, qui doivent avoir des impacts sociétaux, mais si possible économiques, et même de manière préférable économique, qui peuvent être couplés souvent avec des industriels, c'est encore mieux, etc., etc. Donc c'est tout l'appareil aussi scientifique qui est tourné vers l'idée que la science est là pour aider à, comme tu dis, fabriquer des choses, amener du progrès, et pas forcément vous embêter en disant là il faut pas aller, là il faut pas aller. Bon, heureusement c'est pas complètement homogène, mais c'est quand même une grosse tendance, hein. Oui, peut-être juste pour rajouter deux choses. D'une part, je pense que il y a une profonde inculture scientifique des dirigeants politiques, et ils ne sont pas les seuls. Mais souvenez-vous qu'il y a 30 ans, il y avait une profonde inculture économique des dirigeants et d'ailleurs de l'ensemble de la société qu'on a cherché à combler. Donc j'imagine que on peut penser que dans les années qui viennent, en tout cas, on doit faire un effort, et on l'a très bien vu au moment de la pandémie, c'est-à-dire que les dirigeants politiques se sont trouvés face à une pandémie qu'on ne savait pas expliquer, obligés de prendre des décisions alors qu'ils n'avaient pas de données. Donc je pense que c'est extrêmement difficile, et encore une fois, je crois qu'il y a tout un temps d'acculturation, il y a tout un temps de pédagogie qui est une pédagogie nécessaire. Et il me semble que on est quand même dans ce moment-là, qu'on peut plutôt voir les choses de façon positive. Ensuite, dans la mise en cause de la science, il ne faut pas oublier que derrière les mises en cause de la science, il y a aussi des projets politiques. Et puis à travers les théories du complot, à travers les constructions de fausses causalités qui évidemment circulent et sont amplifiées par les réseaux sociaux. Donc je crois que c'est il faut vraiment essayer de réfléchir. Ça avait été fait pour la pandémie à partir du début des années 2000. Autour du H1N1, il y avait eu la mise en place d'une commission qui essayait d'anticiper les choses. Je veux dire, je pense que c'est très difficile de les anticiper. Et c'est une question qui est évidemment au cœur de la question de l'environnement et de l'écologie. Mais savoir donc quelles sont les décisions qu'on peut encore une fois prendre, sachant que il y a un souci politique de rendre cette décision acceptable par la société et par la société dans son ensemble. C'est-à-dire que effectivement, tout le monde ne va pas se convertir d'un coup pour améliorer les choses à moyen et long terme vers un changement total de mode de consommation ou de mode de production. Donc, comment fait-on pour expliquer les choses ? Je crois que je peux faire une parenthèse. Non, parce que avant d'aller plus loin, je voudrais juste détailler, si vous me permettez, l'exemple du glyphosate. Et je pense que toi aussi, tu peux avoir des choses à dire, mais parce que c'est vraiment un exemple paradigmatique de l'endroit où on est. Donc, il se trouve dans mes recherches, je fais des recherches sur, en gros, les méta-analyses, l'analyse de la bibliographie sur plusieurs années. Donc, on développe des outils qui permettent d'analyser sur plusieurs années comment se forment les idées en sciences et quels sont les différents sujets, etc., etc. Et
j'ai écrit un article, et pour expliquer la méthode, j'ai pris comme exemple le glyphosate. Bon, parce que je trouve que c'était important, mais je travaille pas sur le glyphosate. Et donc j'ai analysé 16 000 publications sur le glyphosate depuis les années 90, avec ce genre de méthode. Et pour essayer de les valider, j'ai regardé aussi les états de l'art. Ce qui est très frappant sur la littérature de glyphosate, c'est qu'en fait, quand vous regardez les états de l'art, donc les papiers les plus cités qui font des méta-analyses sur l'état du glyphosate, vous avez deux camps, comme s'il y avait en gros deux sciences. Hein. Vous avez tout un ensemble de gens qui ne citent qu'un certain nombre d'articles qui disent le glyphosate n'est pas dangereux, ça permet en plus de mettre moins d'insecticides, de pesticides, etc., etc. Et puis l'autre branche de la science qui vous dit bah si, voici les effets toxiques, et puis qui se développe petit à petit. On a commencé à regarder. Alors déjà, on a eu pendant 10 ans des questions de traçabilité des métabolites du glyphosate, c'est-à-dire comment le glyphosate se décompose dans le sol et quels sont les effets de ces métabolites dans le sol sur l'environnement. Donc au début, on n'avait juste pas les outils pour mesurer ça. Donc vous avez 10 ans où on cherche les détections, de lever les limites de détection du glyphosate, etc. Donc ça, c'est à peu près jusqu'aux années 2005. Et après, on commence à pouvoir détecter ça. Donc on voit que les métabolites du glyphosate, donc ce qui se transforme après une fois qu'on l'a mis dans le sol, est toxique pour l'environnement, après est toxique pour l'homme, etc. Et ça va jusqu'à la classification potentielle en cancérigène pour l'homme. Mais surtout, on voit que ça détruit l'écosystème des sols, les vers de terre, enfin bon, il y a tout un truc. Donc déjà, rien que la science, pour arriver à dire ça, c'est plusieurs années, parce que déjà, ne serait-ce qu'il faut déjà arriver à détecter la substance dans les sols. Et en fait, quand on regarde la littérature, on s'aperçoit que les premières études, qui étaient notamment payées par les Monsanto, etc., qui disaient que le glyphosate n'était pas dangereux, ils prenaient la substance pure, ils la testaient sur des animaux en laboratoire. Et apparemment, bon, j'ai pas vérifié, mais apparemment la substance pure sur des animaux en laboratoire n'est pas dangereuse. Admettons que c'est le cas. Mais la substance, une fois qu'elle se décompose dans les sols, qu'elle interagit avec le soleil, etc., devient dangereuse. Donc quand ils sont mis à faire des analyses dans les champs, ils voyaient que c'était toxique. Donc du coup, on a deux branches de science, une qui dit c'est pas dangereux, on l'a prouvé en laboratoire, et d'autres qui disent non, c'est très dangereux, et regardez ce qui se passe. Du coup, et par exemple, un des mots-clés qui est hyper important dans cette littérature, c'est qu'à un moment donné, ils ont commencé à parler de glyphosate-based herbicide, donc les herbicides à base de glyphosate, et donc c'est-à-dire le glyphosate en solution, une fois qu'on la met dans la terre, là, ça devient très dangereux. Et donc, vous avez des industriels qui peuvent venir voir les gens, les régulateurs, en disant voici nos papiers acceptés dans des revues scientifiques, on a prouvé que c'est pas dangereux, c'est pas rétracté, vous voyez bien que c'est pas dangereux. Ils regardent l'autre branche, ils voient que c'est dangereux, ils disent bon, peut-être on sait pas trop, etc. Donc il y a l'intérêt économique par-dessus. Bon, donc déjà avec ça, on peut créer du doute vis-à-vis des politiques. Mais après, ce qui est important de comprendre, c'est que donc maintenant on sait, quand on regarde la littérature scientifique sérieuse, que le glyphosate atteint les écosystèmes, pas seulement l'homme, mais tous les écosystèmes. Donc notamment, ça atteint la biodiversité, ce qui fait que pour compenser le déclin de la biodiversité, on vient d'en parler, donc ça, le glyphosate plus tous les autres produits, pour compenser, il faut mettre du produit. Les agriculteurs, si du jour au lendemain, ils enlèvent ces produits-là, en fait, ils se retrouvent avec des rendements très bas puisqu'il n'y a plus la biodiversité pour notamment lutter contre les ravageurs. C'est-à-dire que les ravageurs étaient un peu autorégulés d'une certaine manière par la biodiversité. On a voulu gagner quelques pourcents en mettant des produits, mais d'une certaine manière, ils étaient autorégulés. Donc, si vous enlevez ces produits, c'est plus possible. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on dit maintenant aux agriculteurs, arrêtez d'utiliser glyphosate et les intrants, etc., c'est une injonction contradictoire pour eux parce que s'ils arrêtent, vraiment, ils sont mal, en fait. Donc, il faudrait mettre en place des aides pour les agriculteurs plutôt que de leur dire juste on arrête tout simplement. Donc en gros, on les a enfermés dans un système. Donc on est passé dans un système d'agriculture qui est une forme on est dit effet cliquet, c'est-à-dire qu'avant vous aviez une nature, alors faut pas l'idéaliser, mais enfin qui avait une sorte d'autorégulation sur certains aspects et qui apportait aussi des nutriments de manière un peu naturelle sur d'autres aspects. On a cassé ces processus biologiques pour les remplacer par des choses artificielles, qui maintenant sont des béquilles indispensables, puisque si on les enlève, le temps de reconstituer la biodiversité, c'est plusieurs années. Donc là, on est dans un problème au niveau politique, de savoir, si on veut vraiment enlever le glyphosate, il ne faut pas seulement juste l'interdire, il faut aussi mettre en place tout un ensemble de mesures qui vont aider les agriculteurs à s'en passer, maintenant que c'est plus possible de s'en passer de manière naturelle. Et puis, en face,
Donc on a toujours souvent cette techno-optimiste, techno-solutionnisme qui disent on va toujours imaginer des nouvelles trucs, il n'y a plus d'abeilles, c'est pas grave, on va mettre des robots qui vont inséminer automatiquement. Donc on va vers de plus en plus d'hétéronomie de la société, notamment des agriculteurs, vers des solutions techniques. Et ça, on voit bien la fuite en avant. Et à un moment donné, ça ne peut plus marcher. Et par exemple, pour le glyphosate, il y a une deuxième vague qui est qu'une fois que les sols sont dégradés, par exemple que les vers de terre, etc., ont décliné, les populations ont décliné. Donc ça met quelques années. Et bon, une fois que ça a décliné, du coup, ils font plus leur fonction de drainage des eaux puisqu'ils ils font plein de galeries qui permettent à l'eau de pénétrer dans les sols. Et du coup, vous avez érosion. Et en fait, on a une perte de rendement sur le long terme sur toutes les terres qui utilisent du glyphosate. Mais ça, c'est sur le long terme. Mais une fois le temps qu'on se rende compte de ça, eh bien, on a tout un moment où on peut encore se dire, il y a des scientifiques qui disent ça, d'autres qui disent ça, etc., etc. Et donc on a installé un système qui est presque un système pas de non-retour, mais où pour revenir en arrière, il faut des mesures politiques plus fortes que juste d'une interdiction. Il faut un accompagnement pour restaurer et revenir à un système fonctionnel comme on avait avant ou différent. Donc là, on a vraiment, je pense, sur le glyphosate, il y a un bon exemple de à la fois une récupération, une division involontaire des résultats scientifiques, du coup qui crée une confusion à la fois sur le public et sur le politique, un manque de connaissances sur les effets long terme qui fait qu'il y a des injonctions contradictoires sur les agriculteurs, mais qui ne peuvent pas s'en sortir puisque maintenant ils sont entrés dans un système qui est auto-référentiel surtout avec tous ces intrants. Et donc là, il faut une compréhension un peu plus globale que juste dire, si je mets des engrais, l'année prochaine j'aurai un meilleur rendement et du coup c'est très bien. Donc vous parlez de confusion du discours, d'idée d'un double discours, et je voudrais vous amener à parler aussi d'un autre facteur qui serait peut-être sous-jacent et plus spécifique à l'écologie, c'est l'image de l'écologie en elle-même, ce qui est associé, l'imaginaire autour de ce qu'est l'écologie, et il y aurait peut-être un malentendu autour de ce qu'est l'écologie, des valeurs qu'elle mobilise. L'écologie serait presque devenue une valeur à part entière, qui aurait été associée à la gauche, donc une politisation de cette valeur, et qui serait, parce qu'elle est perçue comme une valeur à part entière, qui serait en opposition avec d'autres valeurs plus importantes pour les citoyens, comme la liberté, la sécurité nationale, la sécurité alimentaire, énergétique, etc. Et donc, par cette association de l'écologie à une valeur et cette politisation de l'écologie, il y aurait une certaine une relégation constante de l'écologie derrière d'autres valeurs plus importantes pour les citoyens. J'aurais bien aimé vous entendre sur cette idée. Je suis pas certain d'avoir des choses très très passionnantes à dire là-dessus. J'observe juste quelque chose. Tout à l'heure, vous disiez que les Verts s'étaient complètement plantés, que c'était une catastrophe, il y avait 5%, etc. En fait, c'est vrai au niveau national, mais c'est pas trop vrai au niveau des collectivités locales. Et aux dernières municipales, les Verts ont emporté pas mal de grandes villes. Un peu comme si, dans l'esprit public, l'environnement, ça reste quelque chose d'un petit peu localisé, quoi. On vote pour les écolos parce que ils vont mettre des arbres et des espaces verts autour de chez soi. Et puis la grande politique nationale, on laisse ça à des gens sérieux qui savent ce que c'est que le PIB, la croissance, et ce genre de choses. Donc je pense que le hiatus, il se joue aussi à ce niveau-là. On dit souvent effectivement que l'écologie politique, comme elle est marquée à l'extrême gauche, elle draine pas beaucoup de voix. Je pense que c'est vrai, mais je pense que c'est vrai seulement dans une certaine mesure. Je pense qu'il y a aussi quelque chose dans la perception de l'échelle des dégâts ou de l'échelle du problème qui est pas très clair en fait dans l'opinion. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue aussi là-dessus. Non, alors oui, je sais pas si j'ai beaucoup de développement à faire là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, pareil, on a un projet à l'Institut du système complexe qui s'appelle le Politoscope, où on a observé sur 5-6 ans l'évolution du militantisme politique en ligne, et les conclusions qu'on a se recoupent avec ce qu'on voit dans d'autres pays, à savoir que les débats politiques sont de plus en plus hostiles, polarisés, sous un format conflictuel, que ce soit en ligne, mais aussi hors ligne. Donc, dans ce contexte-là, vous avez un parti qui s'appelle les écologistes, et qui défend
de manière très fortement c'est ce genre d'idée. On est dans un système politique où en fait, comme on vote pour des personnes et pas pour des idées, et qu'on a un mode de vote qui est uninominal à 2 tours, c'est-à-dire que vous ne votez que pour une seule personne, donc vous excluez toutes les autres. Eh bien, le jeu des politiques, c'est d'éliminer les personnalités d'en face, et surtout, vous ne pouvez pas récupérer. C'est très difficile de récupérer une idée en face qui est bonne, parce que si vous la récupérez, en fait, soit au niveau de la population, on pense qu'effectivement c'est les priorités, mais du coup les voix se divisent, soit elle est pas bonne et à ce moment-là vous gagnez pas. Donc on a un système politique de désignation des candidats qui pose problème et qui a un effet sur là je parle de vote utile, etc., qui a un effet sur les débats. Et donc quand vous portez une idée forte comme l'écologie, en face, vos adversaires ne peuvent que vous dire que vous vous trompez ou que vous mettez trop d'importance à ce thème-là, parce que si jamais ils vous le reconnaissent, ils vous donnent raison, ou qu'ils essayent de récupérer certaines de vos mesures, ils vont, on va dire, préférer l'original à la copie, voter plutôt pour les écologistes. Donc de fait, en fait, si on commence à faire de l'écologie un parti, ça peut effectivement cristalliser du côté des autres partis une réaction de dire moi je vais vous montrer que c'est pas ça le plus important, c'est plutôt l'immigration ou l'économie ou j'en sais rien. Mais ça c'est pas tellement lié au thème de l'écologie ou le fait qu'il fallait pas créer un parti de l'écologie. Pour moi c'est plutôt lié à la manière dont on débat en France et dont on élit les dirigeants, qui ne permet pas en fait de faire émerger les bonnes idées. On a vraiment un système où une bonne idée, soit elle n'est pas défendue, elle perd, soit elle est trop défendue, il y a division des voix et elle perd. Et donc ça c'est un vrai problème, et je pense que l'écologie, comme elle est un petit peu partout, enfin ça concerne un petit peu tout le monde, eh bien elle n'arrive pas vraiment à trouver sa place dans ce système de débat et de décision politique. Parce qu'il y a dans ces histoires, il y a quand même un éléphant dans la pièce, c'est les médias, quoi. Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu d'avoir un milliardaire breton plus ou moins néofasciste, on avait un milliardaire, je sais pas moi, peut-être breton aussi d'ailleurs, qui serait vert au lieu d'être brun? Qu'est-ce qui se passerait? Je veux dire, si on avait une grande radio nationale rachetée par quelqu'un qui serait un Khmer vert, avec un grand journal hebdomadaire qui existe depuis des décennies, qui serait aussi dirigé par quelqu'un qui serait un écologiste militant, une chaîne de télévision en continu qui ferait en fait des bandeaux sur la disparition des insectes, l'artificialisation des sols, etc., etc. Qu'est-ce qui se passerait? En fait, on n'en sait rien, quoi. C'est une expérience à faire. Donc là, on a l'impression qu'en fait, c'est naturel que les gens, deviennent un peu fachos, ils votent à l'extrême droite. Oui, mais il y a quand même un système d'information des gens qui est articulé autour de personnalités qui ont un intérêt à tout ça, quoi. Et donc en fait, moi je pense qu'il faut toujours remettre en cause ce qui semble naturel. Moi je trouve pas ça naturel en fait qu'on donne le droit à ce monsieur de racheter des journaux, des médias, de virer tous les journalistes, de remplacer ces gens-là par des gens qui sont d'extrême droite, et puis de promouvoir un discours qui est facile, qui flatte les gens, et qui finalement entraîne derrière lui les autres médias qui se mettent un petit peu au diapason. Donc peut-être que le problème il n'est pas dans l'écologie, peut-être que le problème il est aussi ailleurs, et en particulier dans l'écosystème médiatique tel qu'il est en train de se construire ou de se développer ces derniers temps, quoi. Moi, il me semble quand même que, d'abord, on parle beaucoup d'écologie, et on en parle partout. Donc, on n'en parle peut-être pas assez, mais on en parle quand même partout. Donc, on peut pas voir les choses. Je ne rebondis pas sur ce que vous venez de dire là en dernier, parce que voilà, je suis assez d'accord. Mais il me semble que on parle beaucoup d'écologie, que les différents partis ont dans leur programme des mesures écologiques. Alors là aussi, on peut décider que ça n'est pas assez, etc. Mais justement, le point c'est ce n'est pas assez. Et il me semble que pendant très longtemps, et encore maintenant, le discours écologique, c'est tout ou rien. Moi, j'ai travaillé, par exemple, sur le discours écologique
de Pablo Servigne et Raphaël Stevens en 2015-2016. Alors on m'a dit que depuis ils avaient changé, j'ai pas tellement trouvé qu'ils avaient changé, mais je ne peux pas adhérer personnellement à un discours qui m'explique que l'écologie est le tout de la politique, que le régime politique finalement n'a pas d'importance et que si on passe par un épisode de fascisme, c'est pas très grave. Si, je suis désolée, ça me paraît très grave. Donc pendant très longtemps, il y a eu quand même je veux dire, l'écologie c'est aussi un maquis, c'est aussi très compliqué, c'est aussi différents courants, et ce ne sont pas que des courants sympathiques politiquement. Bon, quand je parle de ça, on me dit qu'il a changé. J'ai encore trouvé des déclarations de sa part en août 2021 disant la même chose, c'est-à-dire que finalement il peut y avoir un épisode de sortie de route et puis c'est pas très grave. Donc il y a quand même dans le discours politique de l'écologie des choses qui, à mon avis, ne sont pas audibles. Il y a dans l'idée aussi de jouer sur l'herméneutique de la peur, finalement dire aux gens que ils n'ont pas d'avenir, que la catastrophe est là et que quoi qu'on fasse, elle va arriver. Un discours politique qui n'est pas très positif, et donc il y a eu un effet totalitaire de certains discours écologistes. Et puis il y a d'autres discours qui peut-être sont moins totalitaires dans le fond, mais aussi totalitaires dans la forme, ou pour moi sur l'idée de la déconstruction ou d'autres, de je ne sais pas quoi, je veux dire qui passe mal la rampe. Donc il y a un effet, boomerang, d'exclusion. Alors d'abord, encore une fois, je pense que maintenant la plupart des partis ne se présenteraient pas sans avoir un certain nombre de mesures écologistes. Je pense d'autre part que l'écologie n'est pas le tout de la politique. Il y a d'autres questions. Il y a la question de la guerre qui nous arrive en pleine figure. Donc la catastrophe, on n'aura peut-être même pas le temps de l'atteindre, j'en sais rien. Ou on sera passé sous un régime autoritaire bien avant. Donc ce ne sont pas des questions qui sont exclusives d'autres questions, me semble-t-il. Et je crois que il y a la nécessité d'adaptation d'un discours écologique qui prennent en compte d'autres éléments, d'autres secteurs de la société, et qui arrêtent de se présenter comme la seule parole unique qui serait audible à l'exclusion de toutes les autres. Donc, ce serait, selon vous, un problème de communication des écologistes? Non, je crois que c'est pas un problème de communication, c'est un problème de fond. Enfin, je veux dire, quand vous expliquez que on peut passer en régime fasciste et que ça n'a pas d'importance, moi, je suis profondément en désaccord avec ça. Et ça, c'est un problème de fond. Moi, je crois pas on puisse résumer l'écologie politique à un essayiste qui dit quelque chose. Bon, donc moi, en fait, je suis en radical désaccord avec toi. Je pense que déjà on n'en parle pas assez. Je pense qu'il y a des métriques objectives qui montrent qu'on n'en parle pas du tout. En fait, le moindre fait divers, dans le bruit médiatique ambiant et dans la manière dont aujourd'hui Ah bah oui, on peut regarder les unes. Il y a très peu de relativement. Si on fait le ratio entre l'importance de ces sujets, la place qu'ils occupent dans l'espace médiatique, il y a des gens qui font ça, quota climat, ils font des mesures objectives. C'est ridicule, c'est tout petit, c'est rien du tout. Et on parle quand même de choses qui sont pas. Alors, moi je suis d'accord, c'est pas le tout, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique. Il y a plein d'autres questions. Il y a Poutine, la guerre, etc. Mais ça détermine énormément de choses, quoi, quand même. La question environnementale, la question de l'accès aux ressources, toutes ces questions-là, en fait, elles déterminent énormément de phénomènes socio-économiques et politiques qui sont en général pas attribués à ça. On parle beaucoup de l'immigration, etc. Mais
la dégradation de l'environnement, de l'habitabilité de la Terre dans certaines régions, en particulier en Afrique, elle détermine bien évidemment des mouvements migratoires, des choses qui sont massives et qui finissent par avoir un impact politique dans les pays du Nord. Donc, ah ben non, si, elles sont arrivées. Il y a plein de papiers, il y a plein, il y a plein de recherches sur le sujet. Il y a même des recherches qui, par satellite, réussissent à montrer qu'à l'intérieur des pays, il y a des mouvements migratoires, des mouvements de migration vers les zones urbaines qui sont corrélés, en fait, à l'augmentation locale des températures, qui font simplement que, dans certaines zones, eh bien, il n'y a plus de possibilité de faire de l'agriculture de subsistance comme c'était le cas depuis des décennies. Il y a des papiers, par exemple, qui font des associations absolument frappante entre la crise de l'eau en Syrie et le déclenchement de la guerre en 2011. Et je vous engage vraiment à lire un papier de Francesca De Châtel qui raconte cette histoire-là. C'est absolument spectaculaire. Et quand on lit sérieusement cette littérature, en fait, on se rend compte. Assad avait quand même commencé à détruire son peuple avant la crise de l'eau. Oui, mais il le détruisait depuis 40 ans. Et donc, en fait, il y a un moment donné où il y a, c'est pas, bien sûr. Absolument. C'est plurifactoriel. C'est plurifactoriel, mais il y a toujours un moment donné où il y a une petite pichenette qui fait basculer les choses d'un côté plutôt que de l'autre. Mais moi, encore une fois, moi je crois que on parle de la connaissance, de la science, etc. Donc, je crois très sincèrement que des gens qui sont des spécialistes de la géopolitique de cette région, qui ont travaillé sur la question de l'eau, qui ont travaillé sur les migrations intérieures à l'intérieur de la Syrie, en lien avec une sécheresse catastrophique, en lien avec l'affaiblissement des ressources des aquifères qui ont été surpompés pendant des décennies, tout ça en fait concourt en fait à déstabiliser des pays qui évidemment sont pas des pays paisibles, démocratiques, etc. Mais ça contribue en fait à des phénomènes qui sont de grande ampleur et qui sont généralement pas attribués à la question environnementale. Et de la même manière, on a par exemple en France une incidence très élevée du cancer du sein. Quand vous avez un cancer du sein, vous vous dites pas c'est l'environnement. Pourtant, il y a énormément de déterminants environnementaux au cancer du sein. Et c'est cette question d'attribution en fait, de se dire que des causes qui est quand même, bien sûr, mais on peut pas. Dans le cancer du sein. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'espace public, il y a beaucoup d'autres causes. Tout ça, c'est multifactoriel. Bien sûr, on l'évoque quand même. Bien sûr, mais c'est très peu, ça pénètre très peu le débat public. Ah, moi je crois que le lien, quand même beaucoup long. Le lien qu'on fait entre l'écologique, l'environnement, je crois que c'est vraiment un facteur qui est très je suis pas certain. Quand vous avez des spots télé pour la prévention sur le cancer du sein, etc., on vous dit allez vous faire une mammographie, Octobre Rose, etc. À aucun moment il y a un discours de prévention. Il y a une forme de naturalisation de cette question-là, encore une fois, qui est je trouve problématique et qui contribue à dépolitiser les choses. Il y a un spot, je sais pas si vous avez écouté France Inter le matin, moi j'écoute France Inter le matin encore, et il y a un spot incroyable, génial, d'une ONG, la Fondation pour la Nature et l'Homme, le truc de Nicolas Hulot là, qui est en faveur des haies, tu sais, les haies, etc. Et donc c'est un spot assez, moi je trouve génial. Il y a une voix un acteur, je sais pas qui explique que les haies c'est formidable parce que ça draine l'eau, c'est bien pour la biodiversité, ça limite l'érosion des sols, etc. Donc ça a tout un tas de vertus, mais elles disparaissent. Et donc cette fondation là, la FNH dit puisqu'elles disparaissent, il faut aider à les replanter. Mais en fait, elles disparaissent pas comme ça, quoi. Pourquoi elles disparaissent? C'est un problème politique. Elles disparaissent parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la politique agricole commune qui distribue des chèques, des subventions en fonction de la superficie. Donc, ça arrange les exploitants d'avoir des grandes superficies, des grandes exploitations. Donc, comme on a des grandes exploitations et des grandes superficies, on dégage les haies. Donc, les haies, elles disparaissent pas. Elles sont arrachées pour des raisons politiques. Et en fait, tout est un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait, les choses nous arrivent comme si, elles étaient prédéterminées, elles étaient. Si tu es un homme et que tu es plus jeune que moi, mais je t'assure que tu serais une femme et tu aurais mon âge. Je veux dire, il y a une politique de prévention du cancer du sein. Alors non, il n'y a pas de politique de prévention du cancer du sein. Mais bien sûr. Et non. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. En 2011, on a une agence. La prévention, c'est de vous dire d'aller faire vos mammographies. Alors, d'accord. C'est pas de la prévention. Alors, je vais vous donner. Mais bien sûr que si. Non.
Je vais vous donner un exemple très simple et très clair. Il y a une dizaine d'années, en 2012, l'agence de sécurité sanitaire française, l'ANSES, a fait un rapport d'expertise et a dit l'exposition de la population générale au bisphénol A, donc ce plastifiant, est un déterminant du cancer du sein. C'est un facteur de risque. Et pour les femmes qui ont été exposées in utero, donc au moment où leur mère était enceinte, eh bien, on a une augmentation du risque par le biais de la voie œstrogénique qui accroît la sénescence de la glande mammaire, enfin tout un tas de choses très savantes, et que c'est un facteur de risque pour le cancer du sein, c'est quelque chose qui est problématique. Donc on sait depuis 10 ans, en tout cas si on en croit notre agence réglementaire, que cette substance, elle est un facteur de risque, quelque chose qui élève le risque du cancer du sein chez les femmes. Que s'est-il passé? On a dit, bon, on va interdire le bisphénol A dans les contenants alimentaires. Il restait du bisphénol A absolument partout ailleurs. Et on n'a pas interdit les autres bisphénols dont on sait depuis très longtemps qu'ils ont exactement les mêmes propriétés. Donc en fait, on a dégagé ce truc-là, on l'a remplacé par quelque chose qui est du bisphénol S, du bisphénol C, du bisphénol F, etc. Des choses qui sont aussi dangereuses et qui provoquent le même genre d'effet. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc quand je dis qu'il n'y a pas de prise en compte de l'environnement et de la qualité de l'environnement sur ces questions de maladies métaboliques, de maladies chroniques, etc., dont le cancer du sein, mais dont d'autres choses en fait, je parle de quelque chose qui est concret. Il y a très peu de discours publics, de discours politiques sur le lien qu'il y a entre la dégradation de l'environnement et les maladies, les grandes maladies chroniques qui augmentent graduellement depuis des années. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles finalement l'écologie ça marche pas plus que ça. Merci beaucoup tous les trois, c'était enflammé et très intéressant sur tous les enjeux qui entourent la question du débat public, mais peut-être pour sortir un peu de cette passivité qui peut être un peu déprimante, on va peut-être pouvoir passer à une phase où on va trouver des solutions, enfin en chercher au moins, et s'interroger ensemble dessus. Et donc première question un peu, pour revenir un peu sur le lien aux politiques, est-ce que dans le discours ambiant, pour sortir de la résignation ou comme vous le disiez de la peur, il faudrait plus axer le débat public sur les solutions à mettre en avant? Vous citiez par exemple l'exemple des haies tout à l'heure, il faudrait mettre plus de haies, ça c'est une solution concrète, on peut en parler, on peut en débattre et ça nous changerait peut-être des rapports catastrophiques. Au contraire, il faudrait être plus informé sur les faits parce que aujourd'hui encore, ils ne sont pas assez accessibles, ils sont concentrés autour de certains experts. Qu'est-ce que vous en diriez, vous? Alors, moi je suis pas expert des solutions, mais juste une remarque, c'est que il faut faire attention à pas faire des fausses solutions. C'est-à-dire qu'on a vraiment une tendance, et par exemple pour le réchauffement climatique aussi, on fait la même chose quand on fait des économies carbone. Donc on va dire, là j'ai une barre d'immeuble, je vais la détruire, puis je vais en construire une autre, et donc je vais faire des économies carbone en recyclant les ventilos, etc. Mais par contre, je vais pas compter le carbone que j'ai généré en construisant la barre d'immeuble, la nouvelle barre d'immeuble. Et puis pour l'écologie, c'est un peu pareil. On vous dit, planter des arbres, par exemple. Il y a toute une campagne, c'est bien, planter des arbres. Bon, indépendamment de l'efficacité du truc, la question c'est, mais peut-être faut juste arrêter d'en arracher ou ou laisser la nature reprendre ses droits dans certaines zones. La nature, c'est très bien planter des arbres. On n'a pas besoin de l'homme, il y a juste besoin de la laisser tranquille. Donc bon, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais faut faire attention au greenwashing dans les solutions, et beaucoup de solutions qu'on propose, en fait, finalement, quand on regarde l'impact, c'est peanuts, c'est un peu pour la vitrine. Aussi, juste pour après, on ira vers des choses plus positives. Je sais pas si j'en ai moi, mais il y a quelque chose qui est important aussi de comprendre, c'est que il y a aussi des solutions qui sont rendues maintenant inaccessibles du fait qu'on a trop attendu. Je donne un exemple. Il y a une ville, une assez grosse ville que je mentionnerai pas parce que le rapport est assez des études internes, mais donc ils voulaient faire un tramway. Donc pour économiser les prix du transport, etc., pour que les gens prennent moins la voiture, etc. Donc quand vous faites un plan pour faire un tramway, donc il faut faire des ponts pour que le tramway passe, et donc il faut compter le temps d'amortissement de toutes ces infrastructures. Donc vous allez faire ces infrastructures, vous allez construire des ponts, vous allez libérer, je sais pas quoi, 240 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, je dis des conneries, mais enfin en gros voilà. Et puis il faut l'amortir sur 50 ans. Et puis quand vous avez fait les calculs, vous vous rendez compte que, en fait non, parce que comme la ville elle est au bord de l'eau, dans 50 ans votre tramway ils seront sous l'eau. Donc en fait,
dans certains endroits, on arrive au moment où les conséquences du changement climatique seront telles que même si on veut le limiter, en fait, on peut plus. Du coup, il faut revenir à des bus, par exemple. Donc, pour beaucoup, on a trop entendu. Et aussi, je juste rebondir sur ce qui se disait tout à l'heure, où tu disais, les conséquences, on les voit pas, etc. Il faut faire attention à tous ces arguments de c'est multifactoriel, etc. Évidemment, il y a plein de choses qui sont multifactorielles, mais pour ce qui est du réchauffement climatique, aussi la biodiversité, on sait que c'est un facteur majeur et qu'à un moment donné, ça sera le principal facteur. Dans les rapports du GIEC, il y a quelque chose qui est assez effrayant, qu'ils ont redit plusieurs fois, c'est la zone tropicale, par exemple toute l'Indonésie, ils vont avoir des températures de plus de 50 degrés, et vu leur taux d'humidité, ça veut dire que l'homme n'est pas viable en extérieur. Donc vous allez dire que ces centaines de millions d'Indonésiens, parce qu'ils n'ont pas le moyen de se payer la climatisation, ils vont devoir migrer. Donc on a des migrations progressives maintenant, et puis après, d'un coup, vous allez avoir 300 millions, 400, 800 millions de personnes sur les routes. Mais ça sera trop tard quand là on pourra dire ah oui, le principal facteur c'est bien la chaleur et l'humidité, mais ça sera trop tard. Donc voilà, il faut on va revenir aux solutions. Mais en tout cas pour les solutions, le truc c'est que l'horizon se referme assez, parce que maintenant il faut prendre en compte le fait que pour implémenter ces solutions, on a besoin de crédits carbone, et que ces crédits carbone, ça se trouve ils vont dépasser l'avantage des solutions. Donc là, faut, de mon point de vue, aller du côté plutôt, en tout cas, ne pas négliger le côté sobriété, parce que moi on a fait une étude là, donc sur le climato-scepticisme là, dont on parlait tout à l'heure. Alors un truc très intéressant, c'est que on a fait une étude pour montrer la montée du climato-scepticisme. On a qualifié les différentes communautés en ligne qui militaient sur les côtés climat-environnement. Et il y en avait l'une d'elles qu'on a appelé les technosolutionnistes, parce qu'elles étaient vraiment très identifiées dans le paysage numérique. Alors, en gros, c'est des gens qui disent « Arrêtez de nous embêter avec votre idée de sobriété, parce qu'on a le nucléaire, etc., et puis on va faire du progrès, tout va bien se passer. » Et pour moi, ça, c'est un des grands dangers de solution. Hein, c'est un peu comme si... parce que le discours, c'est vraiment... c'est pas la peine d'être trop sobre, même essayons plutôt de concentrer nos efforts sur l'innovation. Donc, moi, une image que je trouve parlante, c'est, vous allez dans les années 80, il y a le sida qui arrive, et les gens vous disent, ne mettez pas de capote, vous inquiétez pas, on va trouver un vaccin. Hein. Quel serait l'état du monde à l'heure actuelle? Il y aurait des millions ça aurait été une hécatombe. Donc, on a des solutions qui sont immédiates, il faut les prendre. Ça n'empêche pas d'essayer de chercher des solutions à moyen terme qui seraient innovantes, etc. Mais il y a des solutions immédiates qu'il faut les prendre, parce que plus on attend, en fait, moins même les solutions dites innovantes, typiquement la construction d'un tramway, bon, c'est pas super innovant, mais quand même, c'est une infrastructure, ne pourront même pas être prises, parce que le temps qu'elles soient construites, on pourra plus les amortir. Donc voilà, en termes de solutions, moi j'irais plutôt vers des questions de sobriété, en tout cas en termes de priorité. Je pense que c'est des choses qui sont immédiates et qu'on peut mettre en œuvre. Modulo évidemment toutes les contraintes, hein, on sait que c'est pas si facile, mais en tout cas il faut y travailler. Moi je dirais que les solutions qu'on propose en général pour amortir ou s'adapter au changement climatique, ou pour contrer le changement climatique, c'est essentiellement effectivement des solutions techniques, quoi. Et quand tu parlais tout à l'heure du glyphosate, aujourd'hui la solution au glyphosate, c'est simple, hein, c'est un autre herbicide qui va être mis sur le marché manifestement dans quelques années par Bayer, et qui est beaucoup plus actif. On aura besoin d'utiliser 1 gramme à l'hectare, donc c'est formidable, etc. Donc on va pouvoir remplacer le glyphosate qui embête tout le monde par un produit infiniment plus actif, sur lequel on n'a aucun recul, et donc en fait c'est pas une solution, c'est juste essayer de remplacer une pièce par une autre, avec à peu près la certitude que ça finira par avoir le même genre d'effet, le même genre d'impact à plus ou moins long terme. Et je crois que ce qui manque en fait à la société, c'est simplement de l'imagination, quoi. D'essayer de sortir du carcan socio-économique dans lequel on est. On essaye de trouver des solutions techniques à système socio-économique constant. Oui, mais ça va pas marcher, quoi. On va pas trouver, à part faire des trucs de Shadok, c'est-à-dire effectivement dépenser beaucoup de carbone à un instant T pour essayer d'en amortir un petit peu sur les 10 prochaines années, sans être sûr qu'on va aller au bout de l'économie au bout de 10 ans, parce qu'il va y avoir d'autres événements imprévus. Sauf à faire ce genre de paris sur l'avenir, ça va pas fonctionner, parce que tout simplement, il y a des trucs qui s'appellent la thermodynamique. On
on peut pas trouver de l'énergie gratuite, qu'il y a un moment donné où on pourra pas mettre des éoliennes partout ou des panneaux photovoltaïques partout. Il y a une question de finitude du monde que simplement, je crois, on n'a pas encore complètement intégré, quoi, tout simplement. Et donc, oui, alors moi, alors par exemple, aujourd'hui, on est incarcéré dans un système monétaire qui est extrêmement rigide et qui conditionne en fait la création monétaire à la présence de banques commerciales qui font des prêts, etc. Et tout le système est fabriqué pour que la création monétaire elle soit assujettie à de la croissance, à du rendement. Bon. Alors il y a plein de, je vous dis ça, mais je ne fais que répéter de ce que disent certains économistes. Hein, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Pourquoi ne pas utiliser de la monnaie verte, une monnaie qui serait libre, c'est-à-dire une monnaie qui serait émise, qui serait fabriquée, qu'on n'aurait pas besoin de rembourser. Qu'on n'aurait pas besoin de rembourser parce que elle serait une monnaie à mission, c'est-à-dire que tout ce qui nous, une monnaie sans dette, voilà. Alors si, elle a un frein qui est que on peut pas faire une infinité de choses pour s'adapter au changement climatique. Il y a quand même un nombre de choses. Et alors, je pense que c'est un risque. Alors, moi je suis pas économiste, hein, donc je parle sous le couvert de gens comme Nicolas Dufresne, Alain Grandjean ou Pierre Larouturou, Jean Jouzel qui ont écrit des livres là-dessus. Alors souvent, le système actuel n'a pas d'opposé complémentaire. Donc il est basé sur le profit et il faut toujours plus de profit. Il faut toujours plus de profit pour faire marcher la machine. Dans la nature, tout ce qui touche à la dynamique est conçu avec un opposé complémentaire. Je prends l'exemple le plus basique que vous connaissez, le biceps et le triceps. Hein, vous avez un biceps, mais vous avez un triceps qui fait que vous pouvez plier rapidement ou délicatement, etc. Donc notre système monétaire, il a été conçu pour faire émerger l'ère industrielle. C'est fait. Bon, ok. Maintenant, il faut qu'elle se calme. Et justement, elle est en train de se calmer parce que les générations qui arrivent, acheter des petits pulls tous les samedis, ça commence à les emmerder. Ils savent même plus à quoi ça sert. Quand ils ont été enfermés par le Covid et qu'ils ouvraient le placard, ils voyaient tous les pulls tomber. On va peut-être arrêter. Donc maintenant, on arrive à dire que la fast fashion, c'est une catastrophe. Mais avant le Covid, c'était pas un message possible. Bon, donc il faut repenser l'économie pour dire quel est le modèle de société vers lequel on va. Et le modèle de société vers lequel on va, il est plus basé sur le consumérisme et le toujours plus, il est basé sur la rationalisation parce que on ne veut plus aller travailler dans les bureaux, dans les usines ou je sais pas quoi pour faire des non-jobs. On veut développer le bien commun. Mais la monnaie que nous avons, elle ne fonctionne pas pour le bien commun. Elle n'est pas conçue pour ça. Donc, il faut penser à la monnaie du bien commun. C'est les débats que j'ai avec nos amis auxquels vous faisiez allusion, qui eux disent non, tu nous emmerdes, hein, le bien commun, bon, d'accord, mais l'urgence, c'est le climat. On réglera pratiquement le climat quand on aura mis en place cette pensée économique qui dit et au fur et à mesure qu'une population élève son niveau culturel, elle devient de plus sensible et exigeante pour la qualité du bien commun. Donc, il faut réorienter le temps disponible, libéré par les progrès de toute nature, technologique, organisationnel, etc., vers le développement du bien commun. Mais il faut trouver la monnaie qui permet de récompenser le travail qui est fait dans le bien commun. Et cette monnaie, il faut qu'elle soit en bivalence avec la monnaie productive, parce qu'on continue à avoir besoin de chaussettes et de cachets d'aspirine. Donc c'est beaucoup plus complexe que allez, hop, on fait de la monnaie sans dette et puis vogue la galère, on plantera tous les arbres. J'ai un petit truc à répondre quand même à ce que vous dites, c'est que en fait, souvent quand je discute de ça effectivement avec des économistes, ils me disent mais malheureux, ça va faire de l'inflation, c'est catastrophique, c'est très dangereux, etc. Et en fait peut-être que c'est dangereux effectivement. Le truc c'est que c'est quoi qu'il arrive, en fait, c'est moins dangereux que de détruire la Terre. Donc, on peut peut-être essayer, en fait. Et en fait, la
la pusillanimité avec laquelle on considère le système socio-économique, parce qu'on a très peur de soit que les actifs s'effondrent, soit qu'il y ait des problèmes économiques, etc. En fait, cette pusillanimité, on l'a pas du tout pour le système naturel, en fait. Et quand par exemple on a une grande annonce, une grande annonce en sens du climat, par exemple, qui dit que les choses sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus catastrophiques que ce qu'on croyait, ça fait des brèves, ça fait des petits articles, etc. Quand vous avez une bourse qui s'effondre, c'est une vraie histoire. Et en fait, on a une représentation collective du monde, et ça, je pense que c'est vraiment anthropologique, qui est une représentation socio-économique. Donc, les choses graves, c'est les bourses qui s'effondrent, c'est de la valeur qui disparaît, c'est des gens au chômage, etc. En revanche, qu'on soit à 400 ppm, 410 ppm de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qu'on aille vers 3 degrés de réchauffement, finalement, c'est pas si grave que ça. Et donc, je crois que peut-être qu'il y a des risques, effectivement, à libérer la création monétaire, à faire cette monnaie verte, cette monnaie sans dette, etc. Enfin, peut-être qu'il y a des risques, mais toutes choses égales par ailleurs, je pense que ce sont des risques qui sont infiniment inférieurs aux risques qu'on est en train de prendre aujourd'hui pour les 10 ou 15 prochaines années. Juste mais voilà. Bien sûr. Et la Terre, c'est l'endroit où on vit. Oui, et en même temps, on n'arrive pas pour l'instant à régler le problème. Et aujourd'hui, on est en train de discuter d'un problème alors qu'on est à 1,2 degrés de réchauffement. Et déjà, c'est très compliqué quand même. Déjà, c'est très très compliqué. On a des zones entières dans lesquelles on ne sait pas si on va pouvoir continuer à faire de l'agriculture, pas dans les 30 ou 40 prochaines années, mais dans les 2 ou 3 prochaines années. En Sicile, sur le pourtour méditerranéen, c'est des endroits où il y a des tensions énormes. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, Perrine parlait tout à l'heure de l'herméneutique de la peur. Enfin, moi, je suis terrifié. On va vers 2,7, 2,8 degrés de réchauffement. On est à 1,1 et c'est déjà à la limite du supportable. Donc, à un moment donné, il faut choisir son risque aussi. Et peut-être que essayer de toucher quelques paramètres, même si ça inquiète les économistes, ça, je crois que... Le système monétaire tel qu'il est aujourd'hui, il est parti dans une course effrénée, c'est n'arrivera pas, ça va être Davos, vous avez le bras dans le dos. Hein. Schwab, en 2022, a sorti un livre en disant, en gros, si quelqu'un a une idée, qu'il le dise. Hein, parce que on voit bien qu'on va dans le mur. Donc, vous comprenez bien que les mutations, elles vont pas venir des gens qui tiennent la haute finance. Et pourtant, c'est eux qui tiennent la haute finance. Et je voulais vous dire, parce que je vous écoutais au début, moi, la première fois que j'ai été sensibilisée au problème de l'environnement, c'est avec Al Gore et... On va peut-être passer aux questions. C'est avec Al Gore et Yann Arthus Bertrand qui ont fait des trucs, mais ronflants, des moyens inimaginables. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dégage autant de moyens? Et ça m'a interpellée pendant longtemps et longtemps. Effectivement, quand vous êtes dans la haute finance, vous dites, attendez, il va falloir trouver des solutions parce que si on n'a plus de matière extractive, nous, comment on va faire du profit? La machine, elle va partir aux fraises. Et voilà, on cherche encore la réponse. Merci, c'était très intéressant. Et cette ouverture, ça nous montre aussi des pistes auxquelles on n'a pas forcément accès juste sur les plateaux télé, typiquement. Et donc, d'où une question qui m'est venue. Est-ce que ce manque d'imagination dont vous parliez, il est aussi dû au fait qu'on laisse la parole toujours aux mêmes personnes et que d'un côté, ça nous empêche de trouver des solutions qui sortiraient un peu du cadre, et de l'autre, ça empêche d'embarquer toute la société, et ça expliquerait 5% par exemple. Donc, d'où ma question, est-ce qu'il faudrait pas essayer de changer les instances du dialogue? Est-ce qu'il faudrait pas, par exemple, réessayer d'impliquer plus le premier concerné ou tout simplement le citoyen dans le débat écologique? Et puisque les avis ne restent que des avis, pourquoi pas imaginer des systèmes comme on a vu la Convention citoyenne, où on invite un nombre de citoyens, je sais pas, à se former à des questions pour ensuite avoir toutes les armes en main pour trouver de nouvelles solutions et apporter cette inventivité qui manquerait au débat. Est-ce que c'est des solutions qui sont pour vous envisageables, d'essayer de laisser la main à des gens qui ont peut-être moins l'expertise et plus de la matière grise à proposer? Je sais pas trop comment répondre à ces questions, mais en tout cas,
Si je peux, j'essaie d'aller dans ce sens-là, mais en même temps en prenant mon chemin, si tu peux le permettre. C'est que, à mon avis, il y a souvent on mentionne, il y a un écueil qui dit on va s'en sortir avec la technologie, et l'autre écueil c'est de dire de toute façon c'est foutu, profitons, etc. Il y a quelque chose dont il faut bien se rendre compte, c'est que la Terre telle qu'on a maintenant, telle qu'elle est maintenant, avec les écosystèmes, etc., à la fois elle est unique, bon, ça sert à rien d'aller sur, voilà, mais en plus elle est géniale. C'est-à-dire que le vrai trésor qu'il faut préserver, même si on est en train de le perdre petit à petit, c'est justement arrêter cette destruction et reprendre, en fait, redonner de la valeur et du goût à ce que l'on voit, quand vous regardez tous les fonctionnements des écosystèmes, etc., c'est vraiment une merveille, quoi. Surtout d'un point de vue scientifique, c'est vraiment intéressant, mais bon. Mais donc, je pense qu'il faut essayer d'inverser le temps et se dire, au lieu de se dire, on va toujours vers la catastrophe et puis du coup, ça va être toujours pire. Faut bien se dire que ce qu'on a maintenant, ça sera toujours mieux que ce qu'on aura demain, surtout si on fait rien. Et donc, il faut profiter de ce qu'on a maintenant et essayer de le valoriser. Il y a plein d'expériences où ils ont restauré des écosystèmes. Il y avait je sais plus le titre du documentaire, mais au Brésil, quelqu'un qui a pris une espèce de semi-désert et qui en quelques années a refait une forêt vierge. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que si on arrive à valoriser les écosystèmes, évidemment le climat, mais aussi les écosystèmes comme une source à la fois de bien-être et d'objectifs en termes de restauration, de prendre soin, etc., et moins le fait d'avoir 3 pulls, 4 paires de chaussures et de partir loin, on peut retrouver du sens à la fois à notre existence et puis aussi du plaisir en interagissant avec ces écosystèmes qui sont, encore une fois, vraiment, c'est des pures merveilles. Et donc, quand on regarde des gens qui sont fascinés, par exemple, par Elon Musk qui va sur Mars, on se dit, on va aller sur Mars, pourquoi faire? On va se retrouver avec une Terre, en fait, qui est l'équivalent de ce qu'on aura maintenant si on continue à dégrader. Alors, et il va falloir tout reconstruire pour revenir juste. Donc, on va faire plusieurs millions d'années pour terraformer Mars, pour revenir à l'état maintenant, alors qu'on l'a déjà, cet état. Donc, profitons de cet état qu'on a maintenant, et effectivement, ça passe par des nouveaux imaginaires, par remplacer certaines valeurs, certainement par réduire la publicité qui nous force à acheter toujours plus et toujours différemment, mais déjà, si individuellement on peut se reprendre conscience que ce qu'on a, c'est assez fantastique, c'est-à-dire le vivant en train de fonctionner et qui nous offre ce que les économistes appellent des services, mais qui en fait n'a pas de prix, je pense que ça sera déjà un bon pas. Ça veut pas dire que c'est la solution et c'est pas tout bisounours, mais quand même, enfin, on a quand même en face de nous, si on regarde, si on fait abstraction un peu de tout ce qu'on a fait qui est génial, les fusées, les vaccins, etc. Du côté de la nature qui était là avant qu'on arrive, il y a quand même des choses qui sont assez incroyables et qui sont en train de disparaître. Et c'est ça qu'il faudrait plutôt essayer justement de préserver. Alors, c'est un peu tautologique, mais déjà, retrouver un peu l'émerveillement face à la nature, c'est déjà, à mon avis, un bon pas, et on est, alors que beaucoup de gens disent, on va remettre une climatisation de 3 degrés, c'est pas très grave, mais ça, c'est ces personnes-là sont déconnectées, non seulement des conséquences, mais même tout simplement de qu'est-ce que ça veut dire, vivre avec une climatisation, c'est débile. Je veux dire, bref. Une dernière intervention peut-être sur ce point avant de passer la parole à l'audience. Est-ce qu'il y a un ou deux qui veut intervenir? Non? Ok. Donc on clôt le débat et on vous invite à y participer. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'homme qui doit s'adapter au climat et pas le contraire. Et là, on fait le contraire. On est en train de faire le... Oui, Jean-François Laval. D'où parle-je? Comme c'est la 8e campagne que je fais pour les européennes, pour les Verts européens, on peut dire que je suis vert. J'ai été élu écologiste à Orléans. Nous avons été battus et il y a eu la charte de l'environnement. Le rapporteur
rapporteur à l'Assemblée nationale, a fait un très beau discours. C'était celui qui nous avait battu, Serge Gouard, qui était un Chiracien boys, faut dire et qui a élevé le niveau. Et ses référés, c'est aussi important que du temps des Lumières. Il faut dire qu'autour de Chirac, il y a toujours eu des gens qui étaient plutôt francs-maçons. Alors nous avons, moi je me situe évidemment plutôt du droit et de la science politique. Nous avons chacun dans nos secteurs. Bon, je suis à la retraité CFDT, nous avons notre secteur franc. À la Ligue des droits de l'homme, nous venons d'étudier le week-end dernier la notion d'écofascisme. Et nous travaillons sur les questions juridiques. Moi, j'ai eu envie de poser une question à la fabrique de l'écologie, qui, comme son nom l'indique, n'est pas un organisme, est un organisme concret, qui a quand même été fondé, je crois, par l'échec de son président, à constituer une tendance écologiste au Parti socialiste. Alors moi, la question que je poserais à la fabrique écologique, c'est faut-il une doctrine écologiste? Et j'ai seulement pas une question à poser, mais des propositions de lecture de sciences politiques. Bruno Villalba, l'écologie politique en crise, et qui dit l'écologie, c'est le 5e discours de la modernité, de l'émancipation. Et Pierre Charbonnier, politologue de Bordeaux, c'est une grande tradition depuis Montesquieu, qui dit il y a toujours les 3 courants, libéraux, conservateurs et socialistes, qui traversent tout le temps. Ces 3 manières d'être au monde, et ces 3 manières, donc, ils prennent en charge les questions environnementales à la manière, et il faut que l'écologie devienne l'essentiel, le champ de l'adversité démocratique. Et qu'on ramène ça à cela. Merci. Est-ce qu'on peut imaginer une doctrine écologique comprise par tout le monde, ou bien faut-il faire de l'écologie le champ essentiel du débat entre tous les gens qui y participent? Merci beaucoup. Donc je suis Bertrand Séné, je suis économiste et je voulais rebondir en fait sur une de vos interventions à propos de la création monétaire. Moi j'ai écrit un roman d'anticipation qui s'appelle Ecosophia et dedans je parle beaucoup justement du phénomène de la création monétaire publique et comment l'État pourrait en fait financer justement la transition agricole par exemple, et vous avez parlé de la nécessité effectivement de soutenir les agriculteurs pour aller vers une transition. Et par exemple l'isolation des bâtiments, enfin il y a plein de sujets qui peuvent être financés. Et il y a un sujet que j'ai abordé effectivement dans mon livre qui est la destruction monétaire. Et je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. En réalité, un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a trop de monnaie en circulation. Il y a une partie de la population qui a beaucoup trop de monnaie à disposition et qui du coup consomme des tas de choses dont ils n'ont pas vraiment besoin. Et c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir, et notamment par exemple pour le niveau des pensions. On sait aujourd'hui que la France est le 2e pays au monde derrière le Luxembourg en termes de moyenne, de niveau de vie moyen des retraités. En fait, le niveau des pensions est, on pourrait dire, trop élevé, ce qui amène effectivement une partie des retraités, c'est toujours une moyenne, hein, attention, qui amène une partie des retraités à faire des croisières, à prendre l'avion plusieurs fois dans l'année, etc. Donc il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et je pense que ce serait très intéressant justement de réfléchir à cette nécessité de détruire de la monnaie, ce qui pourrait se faire à travers la taxation, le prélèvement d'impôts, qui ne serait pas réutilisé pour financer les services publics. Donc on aurait vraiment une diminution de la masse monétaire dans l'économie. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir me voir. On observe depuis quelques années la radicalisation de mouvements écologistes
Et j'aimerais savoir, connaître votre avis, tous les trois, sur les causes et sur les conséquences possibles de cette radicalisation. Dernière question, et après on laisse répondre les... Oui, bonjour. Moi, je pense qu'il y a un antagonisme fort entre la sauvegarde de la planète, et le système économique, notamment l'accumulation capitaliste. Un exemple, c'est la productivité. On a besoin d'une croissance lente parce qu'on a le découplage entre la production et les dommages à la planète n'est pas du tout advenu. Et ce que disent les économistes, c'est que la baisse de productivité est une catastrophe. Mais pourquoi la baisse de productivité est une catastrophe? Parce que elle baisse les profits. Augmenter la productivité, à production constante, ça fait baisser l'emploi. Mais ils nous donnent le discours inverse. Ils nous disent si la productivité baisse, il y aura moins d'emplois. Voilà. Donc il y a des idées fausses qui sont véhiculées parce qu'effectivement il s'agit d'un réflexe de défense des profits. Merci beaucoup pour toutes interventions. Moi, j'avais une question sur le fait de dire, on parle de l'espace public pour le débat, mais moi, je me pose la question, il est où l'espace du débat public aujourd'hui? Entre les réseaux, à l'époque de l'ORTF, on avait une espèce de culture commune médiatique qui était ce qu'elle était, enfin, pas moi en l'occurrence, mais qui était pas forcément enviable, mais en tout cas, il y avait une espèce d'unité et d'espace de réflexion et de discussion qui était un peu plus uniforme. Aujourd'hui, c'est complètement disparate. Est-ce qu'il y a encore, qu'est-ce que vous appelleriez l'espace de débat public aujourd'hui? Est-ce qu'il existe encore? Chacun n'est pas dans sa bulle, et donc ça pose la question de tout ce qu'on va discuter ce soir aussi, quelque part. D'intervention qui n'appelait pas de réponse particulière. Sur le débat public, je pense que vous avez raison. Je pense que le lieu du débat public il est complètement atomisé. Chacun quand même a tendance à être dans une bulle informationnelle maintenant, à être mis en contact avec des individus ou des proches qui ont un peu le même genre d'idées. Je pense que ça rend très difficile la tenue d'un débat démocratique tel qu'on l'entend. Je crois d'ailleurs que peut-être que tout ce qui restera de ces deux quinquennats, en tout cas en termes d'environnement, c'est de l'organisation de la Convention citoyenne. Et peut-être que c'est ça justement l'avenir du débat public, c'est de réunir des gens, enfin de faire une sorte d'expérience démocratique, comme on pouvait en faire d'ailleurs en Italie au Moyen Âge, où il y avait comme ça des systèmes délibératifs très démocratiques très originaux. Où on mettait des gens dans un endroit pendant un an, ils n'avaient pas de contact avec l'extérieur, on les informait avec les informations qu'on jugeait les plus pertinentes, et puis ces gens délibéraient et votaient et prenaient des décisions hors de toute forme d'influence, etc. Peut-être qu'il faut en passer par là pour voilà, l'exemple de la Convention citoyenne, il est particulièrement parlant. Maintenant, après, il y a une traduction politique qui ne se fait pas, et je pense qu'il y a une insincérité en fait des responsables politiques. Le fait de ne pas tenir compte du tout de l'expertise, ou d'en tenir compte à géométrie variable, le fait de s'asseoir systématiquement sur des avis scientifiques ou les opinions majoritaires, par exemple sur les questions agricoles, les questions d'irrigation, les questions de biodiversité, les questions climatiques, les questions d'adaptation même. Tout ça est quand même très... c'est assez perturbant de voir que
On a quand même le sentiment que la question de l'intérêt général, elle a un petit peu disparu du paysage, quoi, et que tout est traité sous forme d'une somme d'intérêts particuliers qu'il faudrait chacun flatter le plus possible. Et ça nous amène peut-être à la question sur la radicalisation. Bon, moi je comprends que les gens se radicalisent, quoi, parce que c'est quelque chose c'est aussi des enjeux personnels, quoi. Quand on voit par exemple dans la plaine d'Aunis que on a une accumulation de cas de cancer pédiatrique, que les pouvoirs publics ne font rien pour diminuer la quantité d'intrants dont on sait par ailleurs qui sont des déterminants à ces maladies. Alors évidemment, c'est toujours tout est multifactoriel, bien sûr. C'est très difficile de faire des liens de cause à effet. Et si on veut vraiment se donner les moyens de faire des liens de cause à effet, dans ce cas-là, il faut que les gens meurent vraiment. Parce que en fait, pour ces questions-là, si on veut faire de l'épidémiologie proprement, la preuve, c'est la quantité de morts et de malades qu'on est capable de mettre dans un tableau Excel. Donc, est-ce qu'il faut vraiment attendre ça, ou est-ce qu'il faut simplement s'en tenir à la plausibilité des effets pour réagir? Moi, j'ai mon idée là-dessus. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas du tout pris en compte. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est même d'ailleurs stupéfiant. Aujourd'hui, en France, 1/3 de l'eau potable qui est distribuée, donc à peu près 1/3 des Français, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSES qui le dit, 1/3 de l'eau potable qui est distribuée en France n'est pas aux normes de qualité réglementaire pour cause d'un seul, de 2 ou 3 métabolites de pesticides. Et pourtant on continue, en fait, et on revient sur le plan éco-phyto, et on continue cette fuite en avant. Donc la question de la radicalisation, quelque part, c'est un débouché naturel à la manière dont les pouvoirs publics aujourd'hui se saisissent plutôt ne se saisissent pas de ces questions, quoi. Je pense que ça, ah ben oui, non mais c'est une certitude. Je ne crois pas du tout que ça va s'arrêter, ou que je pense que ça va non seulement se poursuivre, mais s'amplifier et devenir de plus en plus à la fois étendu et de plus en plus violent. Parce que pour l'instant, ces gens-là ne font que saboter du matériel, etc. À un moment ou à un autre, voilà, je crains qu'on ne passe à la vitesse supérieure, quoi. Oui, et puis si c'est pas des autochtones qui passent à la vitesse supérieure, il y aura les vagues d'immigration qui... Enfin, franchement, si vous avez des centaines de millions de personnes qui, soit ils meurent, soit ils traversent la Méditerranée et ils se débrouillent comme ils peuvent pour aller sur notre territoire, vous dans votre confort, vous pourrez pas les arrêter. C'est impossible. C'est juste impossible. Mais je reviens aussi sur ce que j'ai dit au début. Je pense qu'il y a aussi une profonde... pour une prise de conscience un peu collective de tous ces enjeux. Parce que ce dont tu parles, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui, en gros, savent ou qui sont conscients de ce qui est en train de se passer, et d'autres, ça leur passe au-dessus de la tête, où ils pensent qu'on va avoir des solutions, etc. Et si on prend un peu de recul, c'est vrai que, enfin, c'est vraiment des platitudes que je vais dire, mais l'homme s'est construit contre la nature depuis le début. On va faire un feu pour avoir moins froid, on va faire des murs, on va élever, etc. Donc les populations humaines se sont multipliées jusqu'au point où maintenant, en fait, tous les écosystèmes, en fait, sont sous l'influence humaine. On pourrait citer plein de chiffres, je les ai pas tous en tête, mais par exemple, je crois que, si je me trompe pas, 98% des mammifères maintenant qui vivent sur Terre sont du bétail ou des humains. Imaginez ça. L'anthropomasse, c'est-à-dire la masse de ce que l'homme produit en termes de construction, etc., l'anthropomasse a dépassé la biomasse. Ce qui veut dire qu'on est passé dans un système où, c'est l'humanité au sens large qui génère les paramètres de tout ça. Donc en gros, c'est maintenant elle qui règle les potards. Sauf qu'il faut bien voir ce en quoi elle s'est mise en responsabilité. C'est quoi un écosystème? Un écosystème, c'est un système complexe. Moi, je travaille dans les systèmes complexes, il y a plein de théories, donc c'est quoi? Je veux pas faire un cours, mais très, très, très vite fait, en gros, c'est des systèmes où il y a plein de processus, vous avez des espèces qui naissent, qui meurent, des champignons, des machins, etc. Et ces processus sont arrangés de telle sorte qu'ils se renouvellent les uns les autres. Et donc, l'année d'après, vous avez à peu près, avec certaines variations, le même ensemble de processus, et comme ça peut se poursuivre. Et la vie, elle-même, c'est quelque chose qui va se renouveler, et qui va créer, en gros, les propres composants qui vont permettre sa régénérescence. Donc ça, c'est quelque chose
complexe au sens où c'est plein de composants, d'espèces, de réactions chimiques, etc., enchevêtrées, c'est toute l'évolution humaine qui est allée des réactions chimiques les plus simples jusqu'à des systèmes très complexes avec plusieurs niveaux. Nous-mêmes, par exemple, on a l'impression d'avoir une agentivité, mais si je vous enlève votre microbiote, bah, vous mourrez ou vous changez d'humeur, etc. Donc on est même nous-mêmes compositement. Donc ces systèmes-là, avoir un système qui arrive à, en gros, reproduire les conditions de son existence par son propre fonctionnement, c'est très difficile, en fait. L'évolution a réussi en quelques milliards d'années à créer des systèmes géants avec d'un côté l'Amazonie, de l'autre côté des déserts qui inséminent l'Amazonie, etc. Mais c'est très difficile. Et là, en tant qu'humanité, on s'est dit, bah non, moi je reprends tous les potards. J'ai plus d'abeilles, c'est pas grave, je vais faire des robots, mais qu'est-ce que je ferai quand les robots ils marcheront plus? Et donc là, il y a vraiment une méconnaissance, en fait, du risque qu'on prend, de la responsabilité qu'on prend en tant qu'humanité sur le fait d'avoir à reproduire le fonctionnement à la fois des écosystèmes et s'ils disparaissent tout simplement de notre propre fonctionnement de civilisation. Et toutes les chances c'est qu'on n'y arrivera pas, même si on peut être aussi optimiste que l'on veut. Vraiment, toutes les choses magnifiques que l'on fait en termes de technologie, c'est rien par rapport au fonctionnement d'un écosystème. Mais rien du tout. On n'est même pas au balbutiement. Donc c'est une illusion de se dire qu'on trouvera des solutions à la pollinisation, etc., qui seront vertueuses, etc. C'est une illusion totale. Un système qui se reproduit lui-même d'une étape à l'autre, comme les écosystèmes globaux terrestres, quand on commence à les détruire, ils peuvent s'effondrer, et après... Donc, et une partie de la radicalisation qui arrive, c'est que il y a une partie des gens qui comprennent ça, et d'autres qui sont encore dans leur bulle en me disant, mais c'est pas grave, je vais acheter un bunker et tout ira bien. Mais dans votre bunker, quand vous aurez plus de médicaments, plus rien, etc., vous ferez quoi? Donc il y a un problème vraiment de réalisme et de compréhension de ce que c'est que un écosystème, la vie, etc. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un vrai travail sur l'éducation, tout simplement. L'éducation profonde sur ce que c'est que la vie, un écosystème. Et ça, à mon avis, ça fait partie des solutions. C'est-à-dire que les gens comprennent ce que ça veut dire. Beaucoup de gens se posent pas cette question-là. Alors juste peut-être pour rebondir là-dessus, je crois que il y a un gros travail à faire du côté de l'éducation. Il me semble que on peut être un peu optimiste là-dessus, c'est-à-dire que c'est un travail qui commence à être fait, c'est un travail qui est en train d'être fait et pas seulement sur l'éducation des dirigeants, mais aussi l'éducation des citoyens. En revanche, il me semble quand même que il faut, encore une fois, l'environnement n'est pas le tout de la politique, que les phénomènes de radicalisation doivent être combattus. Je veux dire, quand vous avez un accident, vous n'allez pas tuer le mec qui était en bagnole. Voilà. Donc, si on considère que c'est tout à fait normal, finalement, de détruire et puis d'en venir finalement à supprimer les gens qui n'ont pas compris ou les gens qui ne pensent pas comme vous, je pense qu'on aura disparu avant que la Terre ne disparaisse. Enfin, je veux dire, il faut quand même raisonner aussi en termes politiques et en termes de cohabitation humaine. L'éducation, c'est aussi d'apprendre à vivre avec des gens dont vous pouvez estimer qu'ils n'ont pas compris les choses, mais qui les comprennent peut-être autrement. Et moi, c'est toujours ce qui me dérange dans le discours de l'écologie, c'est-à-dire que j'y suis très sensible et je comprends tout à fait, mais il y a une forme de totalisation et de totalitarisme qui fait que, je veux dire, c'est un discours qui est assertorique dans lequel vous ne trouvez jamais le moyen d'un débat. En fait, vous ne pouvez jamais débattre avec les écologistes parce que ils vous disent c'est comme ça, ils vous donnent les chiffres, ils vous donnent les pourcentages et ce que je peux admettre. En revanche, quand de ça on déduit que finalement si les gens n'ont pas compris et qu'ils sont trop idiots pour comprendre, on peut se passer d'eux. Moi, c'est un discours, encore une fois, que je peux pas entendre. Juste pour réagir à ça.
Réaction brève. Ouais. Parce que c'est plusieurs fois que tu amènes ça. On peut être à la fois d'accord sur le fait d'essayer de réduire ou de pas accepter la polarisation, l'extrémisation, mais peut-être que aussi une des premières formes d'extrémisation, c'est le mode d'exploitation actuel. Est-ce que c'est pas aussi une forme de violence? Et c'est-à-dire que quand tu dis si vous n'avez pas compris, tant pis, on fait quand même. Qu'est-ce que nous dit les principales institutions économiques, etc. La Grèce, si vous n'avez pas compris, c'est 3% et c'est comme ça. Et sinon, il faut. Donc il y a aussi une forme de fanatisme dans la manière d'implémenter l'économie au niveau mondial, qui prend pas en compte un certain nombre de choses. Donc évidemment, faut pas. Ça justifie pas. Un débat démocratique. Bah, il faut que ça passe. est-ce que le glyphosate est passé par un débat démocratique? Je ne sais pas trop. Donc en fait, il y a aussi une forme de radicalisation qui fait écho à une radicalisation qui était là pour moi, c'est une forme de radicalisation, c'est-à-dire une implémentation d'une politique économique qui est sur des fondements qui sont souvent faux et qui met une certaine forme de violence sur certaines populations. Donc d'ailleurs, toute la population, parce que le glyphosate, par exemple, ça concerne tout le monde. Mais donc, essayons de... Excusez-moi. Juste un très bref commentaire sur la violence. En fait, on est aussi accoutumé à une certaine forme de violence. Alors, sans même parler de la violence systémique du système tel qu'il fonctionne, etc., qui crée aussi beaucoup de morts et de souffrances. Sans même parler de ça, ces derniers mois, on a vu quoi? On a vu que la violence politique, la vraie violence, c'est-à-dire dynamiter des bâtiments publics, casser, agresser des gens, c'était plutôt du côté des milieux agricoles productivistes. Et ça a été accepté collectivement de manière, les gens applaudissaient ces paysans qui, encore une fois, se sont livrés à des choses qui, si elles avaient été le fait d'écologistes, auraient provoqué un scandale absolument inouï. Sainte-Soline, il faut se souvenir de la violence de la réaction des forces de l'ordre contre les manifestants. Les manifestants, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Ils essayaient d'aller dans un trou, puisque la bassine n'existait pas, c'était un trou creusé dans le sol, et les manifestants s'étaient dit on va aller vers cet endroit, vers ce trou creusé dans le sol. Et la seule volonté d'aller à quelques centaines ou quelques milliers de personnes dans ce trou a généré une quantité de violence et de blessés qui est absolument spectaculaire. Et quelques mois plus tard, on voit des gens qui sont sur leurs gros tracteurs, qui détruisent des bâtiments publics, qui dynamitent une dryade je ne sais où dans le sud, qui répandent des dizaines de tonnes de déchets et de lisiers sur les préfectures, sur des bâtiments publics, pour des dizaines de millions d'euros de dégâts, et ça n'a rien produit en termes de réaction dans l'espace public, d'indignation ou même dans le monde politique, quoi. S'il vous plaît, je voudrais juste, en me présentant, livrer une réaction sur ce qui se dit. Je m'appelle Michel Badeuil. J'étais l'un des 3 membres de l'équipe de médiation de Notre-Dame-des-Landes. Et on a eu une occasion en vraie grandeur de regarder ce qui s'était passé pendant 15 ans avant qu'on mette fin à ce projet, ce qui était sans doute la seule chose qu'il méritait. Mais pour débattre, il faut être 2. Pour ne pas débattre, il faut être 2 aussi. Et c'est un peu là-dessus qu'il y a eu un problème. On a très bien vu que pendant 15 ans, l'État a toujours scrupuleusement respecté les règles. C'est pour ça que tous les contentieux qui ont été faits par les opposants ont été perdus. Parce que les tribunaux, à chaque fois, ont dit, mais les règles sont respectées, nous on n'a rien à dire. Mais il n'y a jamais eu aucune réponse apportée aux questions posées par les opposants qui disaient, il y a des problèmes de bruit, il y a des problèmes d'eau, il y a des tas de questions qui ont été posées. Nous, on a pu décortiquer ça. On n'était pas 3 écolos extrémistes. Il y avait une préfète, un ancien pilote d'avion qui avait une envie folle de faire l'aéroport alors qu'il a été mis dans la mission parce que c'était un ami personnel de Nicolas Hulot. Et moi-même qui étais un techno issu de l'administration. Mais le fait de voir comment on peut ne pas répondre à des questions pendant 15 ans pour comprendre pourquoi les gens se radicalisent, c'était une démonstration flagrante. Et on a vu, c'est monté progressivement, ça s'est pas passé d'un seul coup. Et on est arrivé au bout de 15 ans à un système complètement paralysé. Et moi, du coup, j'ai suivi de l'extérieur, mais en essayant de comprendre ce qui se passe sur la 69 ou ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est exactement le même scénario.
Donc il y a un moment où il faut sortir de ça. Et moi j'entends bien ce que vous dites, madame, sur le fait que la politique ne se réduit pas à l'écologie, mais la politique, elle se réduit quand même à une possibilité de dialogue à l'intérieur de la société. Quand ce dialogue n'existe pas, les gens, ils se radicalisent, ils vont à la violence. À Notre-Dame-des-Landes, il y a eu de la violence, et moi j'étais aussi de ceux qui disaient que la violence c'est pas acceptable, mais c'est pas une raison pour pas essayer de comprendre d'où c'est venu. Ensuite, on peut dire c'est pas bien d'être violent, mais comprendre pourquoi les gens sont violents, c'est quand même déjà une première étape qu'il faut arriver à franchir, me semble-t-il. Et là-dessus, vraiment, on peut pas se permettre de refaire 3 ou 4 scénarios comme celui-là. Hein. Ça laisse vraiment des traces lourdes. Moi, je l'ai vu, c'est dramatique par certains côtés, ce genre d'épisode. Dernier minuscule commentaire sur la violence. Aujourd'hui, le principal tribut qui est payé dans le monde, c'est le tribut qui est payé par les activistes environnementaux et écologistes qui se font assassiner un peu partout en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Hein. C'est dans ce sens-là que la violence, elle se joue. Absolument, oui, bien sûr. S'il n'y a pas de frustration dans la salle, de questions brûlantes qui restent, on va clore le débat sur ça. Et pas le débat écologique en général, bien sûr, hein, dehors de la salle. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci à tous les trois, de votre présence, de vos commentaires. Merci à l'ENS et à la Fabrique Écologie.